Le mec, il arrive, il me voit, il prend son sac et il me le balance au pied, quoi. Je dis, bah non, c'est pas cool et tout. Il me dit, ouais, mais si on fait pas ça, t'as plus de travail. Ah, ça mériterait une petite claque dans l'oreille, non, parfois? Il y a des fois, ça démange. Et l'ascenseur s'arrête à un étage et il y a une dame, elle regarde, elle fait, ah, c'est occupé? Là, je me suis dit, bah oui. Vous avez le corps? Ouais, j'avais le corps comme ça. Les trucs les plus fous que t'as trouvé dans les poubelles. Bon, bah, le plus fou, c'est un. Ah, wow. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, on va recevoir Gilles qui a 46 ans. Il a vécu plein d'anecdotes. Vous allez voir, il a sauvé des gens. Il est allé au contact de l'humain. Il va nous raconter tout ce qu'il a pu vivre après 23 ans de métier. Il a trouvé un crâne dans une poubelle. Il va nous raconter tout ça juste après. En tout cas, abonnez-vous juste avant que ça commence si vous voulez bien sur notre chaîne YouTube. Vous êtes 150 000 à nous rejoindre en moyenne chaque mois. Donc merci pour ça. N'hésitez pas à commenter l'émission aussi, à la liker sur YouTube et puis à mettre la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties tous les mercredis, vendredis et dimanches. Et on met le son des interviews en podcast audio sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts, sur Amazon. Et on est premier podcast de France au jour du tournage, donc merci déjà pour ça. Et voilà, vous pouvez nous écouter, mettre 5 étoiles et quand vous roulez, vous êtes en voiture, au sport aussi, au boulot ou dans le lit. En tout cas, merci d'être de plus en plus nombreux. Et puis on y va avec Gilles, maintenant, qui a 46 ans et qui est éboueur sur Légende. On y va. Gilles, éboueur depuis 23 ans à Rennes. Voilà, et c'est rapide, c'est carré, c'est propre. Bienvenue Ouais. Gilles, ça fait plaisir de t'avoir. Tu nous as envoyé un mail il y a quelques temps, donc éboueur. Alors, est-ce qu'on dit éboueur? J'entends ripper, j'entends Alors, Reaper, il est derrière le camion. conducteur d'engins de collecte et de nettoiement. Voilà, c'est ce qu'il y a sur Regarde. mon contrat de travail. Mais quand je vais voir la banquière, je lui dis, je suis conducteur d'engin de collecte et de nettoiement. Elle me regarde avec des yeux. Je lui dis, je suis éboueur. Elle me fait, ah oui, d'accord. C'est souvent ça, c'est que voilà. Ça restera éboueur. Pour moi, c'est éboueur. Comment t'es devenu éboueur? C'est quoi ton cursus? Comment tu t'es retrouvé Alors, mon cursus, je voulais être chauffeur routier. Faire comme mon père, qui était chauffeur routier. J'ai commencé à faire un peu d'intérim, un peu d'usine. À la base, je suis charcutier traiteur. Et un jour, par le bien de l'intérim, je me suis retrouvé derrière un camion poubelle. J'ai commencé à ramasser les poubelles. Et là, cette sensation vraiment de liberté. Surtout dans les campagnes, on ramassait les poubelles dans les campagnes. Voilà, une bonne ambiance, libre, pas de patron sur le dos. Voilà. C'était un sujet pour toi, ouais. Ouais, j'ai fait 1 an et demi d'usine à Citroën, en l'occurrence, où tu es derrière une machine et tu regardes toute la journée la même chose, quoi. Et voilà. Là, tu es dehors, tu vois, ça change tous les jours. C'est jamais la même chose, quoi. Ouais. Et cette liberté, ouais, c'était ça surtout. En campagne, tu dis, t'es à l'arrière du camion, tu peux t'accrocher à l'extérieur, tu prends l'air, t'es dehors. C'est ça, t'es dehors, Avec tes potes. tu rencontres des gens, t'as des tournées, tu sympathises, et puis de fil en aiguille, j'ai passé mon permis, je me suis retrouvé chauffeur, et j'ai bifurqué directement vers le travail de week-end, en fait. Ah oui, parce qu'au début, t'étais pas chauffeur, donc tu restes à l'arrière. Voilà. Et après, parce qu'il y a plusieurs postes, vous connaissez, c'est des bandes un peu, tu te mets un peu avec qui tu veux, ou c'est des équipes non. Non, alors souvent, il y avait des équipes. Là, actuellement, c'est vrai qu'on a moins mais on avait des duos, c'est-à-dire que, voilà, le chauffeur, le ripper, comme ça, quand il y en a un qui est en arrêt ou malade ou des choses comme ça, l'autre, il peut guider, parce qu'on n'improvise pas des tournées du jour au lendemain. Après, ouais, c'est une bonne ambiance, voilà, c'est... Vous faites des challenges ou pas, des blagues? Quand on part, on est 2. Bon, c'est vrai qu'à 2 dans le camion, oui. En l'occurrence, j'ai passé des années avec 2 personnes, Manu en l'occurrence et Mounir, qui étaient les 2 gars qui ont passé des années avec moi. Manu est resté aujourd'hui mon meilleur ami et on passe du temps, voilà. On a des super souvenirs, des barres de rire dans le camion, des choses, des anecdotes, des montagnes de poubelles, des trucs on n'a jamais vu, quoi. Vous avez vécu quelque chose de pas drôle avec Manu un jour, justement, il y a une anecdote. Ouais, on est très très soudés et c'est vrai que voilà, on n'est pas forcément toutes les semaines ensemble, mais s'il y en a un qui a un problème, on a juste à s'appeler. Et je pense qu'on a vécu tellement de choses que quand il y en a un qui a un problème, là en l'occurrence dans la situation où je suis, c'est lui qui m'a permis de me laver, de m'héberger, qu'elle laver mon linge le temps que je trouve une solution. Et il venait de perdre sa mère et il m'appelle un soir et il me dit, je crois que mon frère est mort. Et je vois dans sa voix, je dis, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, les pompiers sont là dans l'appartement et je pense que mon frère est décédé. Je lui dis, bouge pas, j'arrive. C'est comme ça que ça se passe entre nous, il y a juste un coup de fil, on arrive. J'arrive et là, je me retrouve devant l'appartement. Donc, il faut savoir que c'est un quartier populaire de Rennes, dans des grandes tours. Et là, je m'aperçois qu'il est là, il y a sa famille qui est là, ses neveux, ses nièces, tout le monde est là et ils sont arrivés depuis un moment. Les pompiers sont rentrés par la fenêtre et effectivement, son frère est décédé dans l'appartement. Et là, je lui dis, on attend quoi? Il me dit, on essaye de joindre des pompes funèbres. Et à l'intérieur de l'appartement, il y a les médecins légistes pour voir si c'est une mort naturelle, parce qu'il avait moins de 40 ans, Ah wow. et voir comment il est décédé.
Donc du coup, on attend la police, les médecins légistes, et bon, bah là, il faut gérer la famille, les pleurs, on essaye. Et on appelle des pompes funèbres. Il faut savoir qu'un mois avant, il a perdu sa mère aussi. Lui, son frère était assez proche de sa mère, donc voilà, il y a peut-être un lien aussi. Mais du coup, ils appellent les pompes funèbres qui avaient enterré leur mère, qui leur dit non, on ne peut pas prendre en charge, on ne se déplace pas. On appelle d'autres pompes funèbres et on se rend vite compte que le lieu, en fait qu'à cette heure-là, dans un quartier populaire, on nous demande même de l'argent à l'avance, en nous disant est-ce que vous avez les moyens de payer. On n'arrive pas à trouver des pompes funèbres qui veulent venir s'occuper du corps dans ce quartier-là, au niveau de l'endroit où ça se trouve. Et du coup, ce qui se passe, c'est que les médecins légistes ressortent, ils disent à la famille c'est bien une mort naturelle, la police ressort et tout le monde s'en va. Et pourquoi il est mort à moins de 40 ans? Il avait une maladie, il avait eu un accident de 2 roues quelques années avant. Il avait une maladie au niveau, il était fragile au niveau santé et tout ça. Il est décédé à l'intérieur de son appartement. Okay. Je ne suis pas rentré dans les détails de sa mort, j'ai pas voulu. Et là, ils s'en vont. En l'occurrence, il laisse l'appartement là et il laisse son corps à l'intérieur. Qu'est-ce qu'aurait fait n'importe qui? Manu, il rentre dans l'appartement. Et là, je bloque l'accès aux autres personnes en me disant comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, quoi. On n'a pas appelé les pompes funèbres, on ne sait pas. Et en l'occurrence, on arrive et on trouve son frère allongé, nu, dans la salle à manger. Par terre. Ils avaient fait l'autopsie, ils l'avaient laissé comme ça, même le sol. Il était mort depuis la veille. Hein. Donc, ce qu'on appelle quelqu'un de rigide. Hein, Et là, je vois mon Manu dans un état pas possible. Je lui dis, je ferme la porte. On ferme la porte et on reste tous les deux à l'intérieur. Et la situation est très délicate. On décide de l'habiller déjà, de débarrasser le canapé et de le mettre dans le canapé, déjà. Donc là, quand tu te retrouves, je me rappelle parce que lui, il a pris les jambes, moi j'ai pris la tête et je lui dis, Anthony, t'inquiète, on est là, parce qu'on se connaissait aussi. Hein. Et Manu, très, très dur, très froid, et voilà, même au niveau, il n'a pas craqué tout de suite. Même au niveau de la famille, il a dit, vous rentrez pas, on gère, vous restez là et tout. Il a géré comme il fait d'habitude. Du coup, on le met dans le canapé, on l'habille, et on ressort, et on appelle les pompes funèbres et tout. Personne ne nous répond. Il y a une pompe funèbre qui répond, et la personne, on l'a au téléphone, et elle nous dit, je viens d'ouvrir ma boîte de pompes funèbres, il y a un mois, machin, il explique vite fait, elle dit, moi, je veux bien me déplacer, voilà. On lui explique, c'est pas une question d'argent qu'on veut bien payer, verser l'avance, il faut... Ils décident de venir. Donc, ils arrivent, le monsieur très sympa, il rentre, ils étaient 2 avec une jeune femme, et là, il nous explique, il dit, moi, j'appelle l'hôpital, j'appelle comment on appelle ça, le service mortuaire de l'hôpital de Rennes. Donc, il y a un camion qui se déplace. Et là, il nous pose la question, mais il dit, mais le certificat de décès, il est où? Comment ça se fait que le corps est resté comme ça? Et là, on regarde, on fait, on n'a pas de certificat de décès. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un problème. Il nous dit, on ne peut pas toucher à un corps, vous n'avez même pas dû le toucher si on n'a pas un certificat de décès d'un médecin. On n'avait rien. Nous, on avait touché le corps, on ne savait pas. Et il dit, mais ils n'auraient jamais dû le laisser là. Donc, il décide d'appeler le commissariat. Et par mail, il lui envoie un certificat de décès en disant, oui, on a oublié de le remettre à la famille. On a laissé le corps, on a oublié le certificat de décès. Du coup, le camp me dit, le camion mortuaire est arrivé, donc on descend, on va chercher la personne qui monte avec nous, et le mec, il dit, mais moi, je suis chauffeur. Et je dis, au gars des pompes funèbres, ça se passe comment? Et lui, il me dit, nous, on vient de démarrer, donc on fait appel à des extras pour porter les corps. Mais il me dit, à cette heure-là, moi, j'ai personne. Et je dis, on va pas le laisser là. Je dis, vous vous rendez compte, il y a toute la famille, il y a mon pote qui est là, il y a le corps qui est là, et tout. Mais il me dit, on sait pas comment faire, et tout. Et je leur pose la question, mais je dis, mais comment ça se passe? Et le gars des pompes funèbres dit, il y a une technique pour porter un corps. Je dis, il faut être combien? Et là, le gars des pompes funèbres me dit, mais vous vous sentez capable? Je dis, il est hors de question pour la famille qui reste là. Je dis, s'il faut le descendre, vous me dites ce qu'il faut faire et on va le faire. Du coup, je suis retourné voir Manu, je lui ai demandé les vêtements qu'il voulait vraiment qu'il ait. Et du coup, on m'a expliqué comment faire. Alors, un système, on met une planche, on le met dans le sac. Je m'en rappelle parce que j'ai fermé et j'ai dit, allez, t'inquiète, Anthony, c'est un voyage, on va le faire tous les deux et tout. Parce que voilà, je le connaissais forcément. Et le mettre dans ce sac, fermer la fermeture, le sangler sur une planche. Et le gars qui était avec moi me dit, on va le porter tous les deux, quoi. Et là, du coup, on se retrouve à mettre un corps debout, passer dans les couloirs, passer jusqu'à l'ascenseur, en sachant que c'est non seulement on transporte un corps, mais en plus, ça reste quelqu'un que je connais. Et je sais qu'il y a la famille en bas. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Sinon, c'était on ferme l'appartement et on laisse son frère à l'intérieur. Mais c'était hors de question pour mon pote que son frère reste à l'intérieur. Et du coup, on descend, je me rappelle, parce que moi, je me retrouve le long de la vitre, il me lève, le gars, lui, il était là, et l'ascenseur s'arrête à un étage, et il y a une dame, elle regarde, elle fait « Ah, c'est occupé ?» Et là, je me suis dit « oui. » Vous avez le corps? Ouais, j'avais le corps comme ça, et arrivé en bas, lui, il a été chercher un brancard, on l'a ressorti devant la famille, devant ses neveux, avec le sac fermé, pour le charger jusque dans... Tout ça, parce qu'on était dans un quartier où, entre guillemets, ça craint,
Et voilà, s'il n'y a pas... Il voulait, même les pompes funèbres qui ont enterré sa mère ont refusé de venir. On n'avait personne pour déplacer le corps. T'as d'autres collègues dont t'es proche? Mounir, pareil, on a passé plusieurs années ensemble. On est très très proches aussi. Ça a été, il faut savoir que Mounir a travaillé en tant que chauffeur avec Manu. Manu a travaillé avec moi et Mounir s'est retrouvé en tant que reaper avec moi. Donc on était tous les trois à travailler les week-ends pendant une quinzaine d'années. Un trinôme, quoi. Ouais, c'est ça. Et tout le temps, voilà, à aider les uns les autres. On était très soudés. On est toujours très soudés d'ailleurs. T'as des discussions un peu improbables parfois avec les gens? Des altercations, des discussions, puis pas beaucoup d'évolution sur le déchet. C'est-à-dire qu'on en trouve, on a beau nettoyer, il y a encore énormément d'incivilité. Est-ce que tu as déjà surpris quelqu'un en passant qui était en train de faire quelque chose de pas cool et qui essayait de se cacher? On a surpris pas mal de choses, des rapports dans des voitures. Ouais. Parce que quand on arrive en camion, on est en haut. Donc plus d'une fois, c'est arrivé, sortie de boîte, ils croient qu'ils sont isolés. Pas de bol, il y a des éboueurs qui arrivent. Après... Et qu'est-ce qui se passe en général quand ils vous voient et ils arrêtent? Ils arrêtent. Il y a des fois où ça n'est gênant parce qu'ils n'arrêtent pas. Et nous, on rigole. Ils sont concentrés. Forcément. Non. Après, repérer des tentatives de vol ou des choses comme ça, ça nous est déjà arrivé. Ouais. On va parler de l'alcool aussi. Tu croises beaucoup de gens bourrés. C'est ce que tu dis, vraiment, c'est un truc. C'est quoi le genre de choses que tu vois le plus? Des jeunes, je dirais, des très jeunes, des gamins qui sont dans les âges des miens, par exemple, et qui se retrouvent dans des situations délicates, voire dangereuses. Parce que, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans une ville, Rennes est très étudiante, les parents, ils visitent un studio, la journée, c'est bien et tout, ils arrivent des campagnes, d'autres villes qu'ils connaissent pas, ils ont 18 ans, et du jour au lendemain, premier week-end, ils se retrouvent tout seuls. Ils sortent, entre amis, et souvent, ils se retrouvent isolés. Et il faut savoir qu'ils ont des portables qui vaut de l'argent, ils ont des téléphones, et il y a des personnes qui savent très bien qu'à Rennes, il y a des étudiants, il y a de l'argent, et ils se mettent dans des situations dangereuses. C'est-à-dire qu'ils se promènent avec le téléphone à la main, il y a des agressions, il y a des choses qui font que... Ils savent pas, voilà. C'est des gamins qui sortent chez leurs parents et ils arrivent dans une ville nouvelle. Ça t'est arrivé de sauver quelqu'un, justement, qui allait prendre le volant ou qui allait faire, tu vois, ou de sauver des gens? Ouais, je me rappelle de 4 femmes, et là, en l'occurrence, c'était pas des gamins, qui sortaient d'une boîte de nuit. J'étais juste à côté en train de collecter, et là, il y en a une qui fait à l'autre, mais non, tu peux pas conduire, je vais conduire. Et je vois la deuxième qui prend les clés et qui n'arrivait pas à ouvrir la voiture. Et je voyais que c'était très compliqué. Et je les regarde, je fais, mesdames, c'est peut-être pas prudent de rentrer et tout. Et là, il y a une des dames, c'est pour ça que je me suis dit, bon, elle s'est retournée, elle regarde, elle fait, non, mais il a raison, hein, ça pourrait être ton fils et tout, écoute-le, faut penser. Ah, c'était des dames Ouais. Plus âgées. C'était 4 dames qui sortaient. Et en fait, ça m'a fait penser à ça, parce que je me dis, souvent, on fait la morale aux enfants. Et là, ça a été l'inverse. Elles se sont dit, regarde, ça pourrait être ton fils, il a raison, on dit aux enfants de pas faire ça et tout. Et au final, elles étaient super contentes. Elles m'ont dit, ouais, t'as raison, mais il n'y a pas un taxi. Je vais vous donner un numéro, vous appelez un taxi et tout. Et oui, des choses comme ça, c'est arrivé. Ou alors des personnes qui me demandent où est leur voiture. T'aurais pas vu? Non, j'ai jamais vu leur voiture. Déjà, quand ils trouvent pas leur voiture, je leur dis pas où elle est. Ils disent, complètement bourré, t'as pas vu une... Ouais, c'est ça. J'ai une 106 bleue, je l'ai perdue, tu l'aurais pas vue et tout. Je fais, non, même si je l'ai vue, je lui dis pas où elle est. Ah ouais, c'est vrai. Déjà, le mec, il a perdu sa voiture. Tu vois comment il est, tu te dis, je te dis pas où elle est. C'est clair. Et t'as une histoire avec un Spider-Man aussi. Un Spider-Man, qui est monté sur mon camion. Ouais. Alors, en fait, j'étais dans la rue, j'étais en train de rouler, je voyais des gens qui me faisaient des signes et tout ça. Et ils me font signe au-dessus, quoi. Et par le biais d'un petit balcon, je sais pas comment il avait fait, il avait réussi à descendre sur le camion. Putain. Et il était perché à 30 Il était déguisé en Spider-Man? Non, même pas. C'est juste qu'il avait grimpé sur le camion. Ah ouais. Et le mec, je l'ai vu et tout. Et pour le faire descendre, ça a été compliqué. Parce que le tout, c'est pas qu'il chute, quoi. C'est haut. Ouais, c'est haut. Et donc, du coup, on a réussi à le faire descendre quand même, quoi. T'as déjà vu quelqu'un qui est tombé dans l'eau aussi? Alors, ça, c'est plus dangereux. Il n'est pas tombé dans l'eau. Ça s'est très bien terminé. Ça aurait pu être beaucoup plus grave, mais ça s'est très bien terminé. C'est une grosse histoire, ça. Il y a les quais à Rennes. Donc, c'est-à-dire, tu as des murs qui font 4-5 mètres de haut et il y a la Vilaine qui traverse en bas. Et à un moment donné, ce fleuve passe sous Rennes. Il y a des parkings et il ressort de l'autre côté. Je ne sais pas combien ça fait de distance, mais ça ressort. Il y a les grands tunnels, quoi. Ouais, c'est ça. Comme ça serait un tunnel à Paris, mais sauf que c'est l'eau.
Donc, Il n'y a pas beaucoup de hauteur? ah si, il y a de la hauteur, parce que des bateaux peuvent passer, hein, des péniches, mais c'est dans le noir total. Et ils avaient fait des jardins, des parcs sur l'eau, des jardins sur l'eau. Et les gars de la ville, pour entretenir ça, ils avaient une barque qui était accrochée plus loin. Là, j'arrive, je m'arrête, et je vois des gars en train d'enjamber le mur, qui est à 3-4 mètres de haut, et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font en plein hiver? Toi, t'es dans le camion poubelle? Ouais, et je m'arrête au feu, je dis, les gars, faites pas ça, je dis, vous allez tomber dans l'eau, c'est vachement dangereux. Et il y en a un qui me regarde, il me fait, non, mais notre copain, il est en bas. Je dis, mais attendez, votre copain, il est en bas, il est où? Il me dit, dans l'eau. Mais je dis, mais non, les gars, c'est pas possible. Je dis, déjà, il peut pas remonter, t'as des échelles, je sais pas. C'est en hiver? Ouais, t'as des échelles de temps en temps. Mais je dis, le mec dans l'eau, il va mourir. Je m'arrête, je dis, mais il est où? Il me dit, on le voit pas, il est dans un bateau. Et là, je dis, attendez, expliquez-moi. Je vois qu'ils sont alcoolisés. Tu descends du bateau, du camion? Je descends du camion, je prends une lampe, j'éclaire en bas, et on était juste à l'entrée de, justement, des souterrains. J'éclaire, et j'y mets, il se passe quoi? Il dit, on a voulu rigoler, on est descendu là-bas, il y avait une barque. Je dis, ouais, je vois la barque. Il me dit, il est monté dedans, on l'a détaché, sauf qu'il est alcoolisé, il est parti avec le courant. Je dis, il est où? Il me dit, il est parti dans le tunnel. Hyper dangereux, ça. Et je dis, mais attendez, je vous rendez compte que il me dit, on l'appelle. Seul? Ouais, on l'appelle, il répond pas. Je dis, s'il descend du bateau, dans le tunnel, il est mort, il est mort. Et il me dit, on fait quoi? Je dis, mais les gars, là, il faut appeler les secours. Là, je dis, vous avez pas le choix. Et il me dit, on peut pas le retrouver quelque part. Je dis, non, est-ce qu'il voulait descendre avec l'échelle? Donc, du coup, je vois qu'ils sont alcoolisés. Je dis, non, je les laisse sur le bord. Je descends à l'échelle avec ma lampe et j'appelle, je demande le prénom. Je me rappelle plus comment il s'appelait. On va dire Thomas. Je dis, Thomas. J'éclaire dans le tunnel. Je ne vois personne. Là, je remonte, donc j'appelle les secours, j'appelle les pompiers. Et là, on s'est retrouvé avec des plongeurs. Donc, les mecs qui arrivent, les pompiers qui arrivent, la police qui arrive, les mecs qui sont alcoolisés. Moi, je dis, je vais y aller. Les pompiers, la police me dit, non, vous restez là, parce qu'on sait jamais, dans cette situation-là, comment ça va tourner, quoi. Et je m'aperçois qu'en fait, il y a un plongeur qui est parti, mais avec ma lampe. Que je me suis dit, pas forcément étanche, je suis pas sûr qu'il va aller loin. Et du coup, au bout d'un moment donné, je leur dis, moi, je vais y aller. Et c'est pour ça, dans ça, je sais jamais comment ça s'est terminé. C'est-à-dire que je me dis, je vais y aller. Et au final, ils me disent, oui, vous pouvez y aller et tout. Donc je pars, je continue ma tournée, et peut-être 1 heure après, je vois des pompiers, mais au loin, et je vois que ça gîte, je vois les jeunes qui sont à l'intérieur du camion, je m'arrête et je vais voir, pourvu qu'il soit rien arrivé. Ouais, pour prendre des nouvelles, quoi. Ouais, et les pompiers, ils me font, ils me disent là, ils sont en train de se prendre une soufflante parce que ça va leur coûter cher, ils étaient en train de se faire engueuler par les secours. Et il me dit, non, on l'a retrouvé, il s'était endormi dans la barque, il a traversé toute la ville dans son bateau. Et les plongeurs l'ont retrouvé de l'autre côté, il sortait avec son bateau. Et le mec, il est resté dans le bateau, il a attendu que ça s'arrête. Mais il s'était endormi ou il s'était réveillé après? Il s'était resté dans le bateau, il bougeait pas. Ah ouais. Et ils l'ont récupéré de l'autre côté. Putain, ouais. Et du coup, déployer des plongeurs, des choses comme ça. Faut faire gaffe quand même quand on boit et tout. Ça amène à faire des conneries, mais putain, avec l'eau, faut jamais jouer. Les échafaudages aussi, beaucoup à monter. Bon, ouais, je sais pas pourquoi, ils ont ce besoin de monter partout. Quand ils sont alcoolisés, ils ont besoin de monter partout. Est-ce que t'as du matériel pour donner les premiers secours dans le camion? Comme tu tournes beaucoup partout, finalement. Alors, au départ, il y a eu quelques anecdotes où couverture de survie, j'ai eu besoin. Pansement compressif, j'ai eu besoin suite à des agressions. Et au départ, on a une trousse de secours. J'étais dans un service spécial uniquement le week-end. À 3h30, je commençais rue de la Soif à Rennes. Donc, dans des endroits qui sont assez chauds, assez... Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'au départ, on a juste une trousse à pharmacie. J'avais une responsable, Sandrine, en l'occurrence, qui était très droite, mais qui comprenait, en fait. C'est-à-dire qu'elle m'a jamais reproché d'être intervenue. Et au contraire, elle m'avait fourni une trousse à pharmacie améliorée en me disant, voilà, s'il y a besoin... Parce qu'elle savait très bien que je peux pas m'arrêter et voir un gamin dans une situation... quand je dis un gamin, c'est parce qu'ils étaient jeunes. Dans une situation délicate et ne pas l'aider. Parce que ça arrivait plusieurs fois. Et du coup, ouais, j'avais une trousse à pharmacie, entre guillemets, améliorée. Ne serait-ce que pour des couvertures de survie, ne serait-ce que... voilà. Parce que des gens, des gens en hypothermie, alcoolisés. Aussi, cette notion qui est compliquée de leur dire souvent, et c'est ce que je dis souvent à mes enfants, vous partez souvent entre amis, vous restez ensemble. Parce que j'ai vu énormément de jeunes alcoolisés, mais isolés. Ils ne retrouvent plus leurs amis, ils sont tout seuls. Et ça reste, je suis désolé, mais des proies. C'est des proies, parce qu'il y a des gens, la nuit, qui ne cherchent que ça. Parce que maintenant, il y a des téléphones à 1 000 €, il y a des chaussures à 500 €, il y a des... Il y a des téléphones à beaucoup plus de 1 000 €. Ouais. On n'est pas loin des 2000. Moi, j'ai vu des gars, ils n'avaient plus de manteau, ils n'avaient plus de téléphone, ils avaient plus Ils sont de fait chaussures. dépouiller, quoi. Ouais, la gamine, je m'en rappelle, je sais plus, je crois que c'était du côté de Vitré, c'est pas très loin de Rennes, hein. Mais je passe et je la vois, elle était assise sur un trottoir et elle pleurait. Je m'arrête, je dis, ça va, mademoiselle? Elle me dit non, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et elle me dit, mais je suis perdu. Je dis, mais elle me dit, non, je suis pas de Rennes. Et elle me dit, on m'a volé mon sac à main. Et cette chose-là, c'est quelque chose qui était fréquent. Et je lui dis, tu sais pas où aller. Et elle me dit, en fait, mon studio, l'adresse était dans mon téléphone, sur mon téléphone.
Le numéro de mes parents, de ma famille est dans mon téléphone. Les clés de mon logement est dans mon sac à main. Et elle me dit, j'ai rien, je peux pas appeler quelqu'un. Donc je prends mon téléphone, je décide d'appeler. Je savais que ça servait à rien d'appeler le commissariat, parce qu'en fait, si vous appelez le commissariat, elle n'est pas en danger. Il n'y a pas un danger immédiat. C'est les pompiers qu'il faut appeler, t'appelles qui? Mais non, les pompiers ne viennent pas parce qu'elle n'est pas blessée. Donc ces gamins-là sont complètement perdus, livrés à eux-mêmes. Donc là, je lui dis, ton nom de famille, des réseaux, un tonton, une tata, n'importe quoi. Et je prenais mon téléphone, Facebook, n'importe quoi, on cherche. Rajouter. Et j'appelle directement et j'attends que ça sonne. Et là, je leur dis, bah voilà, elle est à tel endroit, à Rennes, venez la chercher parce qu'elle est complètement paumée, quoi. Parce que souvent, le commissariat me dit, bah vous lui dites de venir. Mais elle sait même plus où elle habite, elle va pas aller au commissariat. Comment elle sait pas où elle habite? Bah parce que quand ils aménagent, les parents, ils les amènent. Par exemple, Choix Place, pour ceux qui connaissent Place Sainte-Anne, c'est une place qui est magnifique en journée. La nuit, ça devient, il y a la rue de la Soif, ça devient la fête, ça devient tout ça. Vous arrivez la journée, c'est beau. Les parents, ils arrivent. Ils se disent, c'est bien pour mon enfant. Studio, et j'ai eu le cas, hein, voir des parents faire, bah, tu vas être bien, regarde la vue que tu as sur la place, il y a un manège et tout ça. Sauf que la nuit, le cadre n'est plus du tout le même. Et souvent, ils ont le premier week-end ou les week-ends qu'ils font, ils partent, ils vont dans les rues de Rennes, mais ils savent que sur leur téléphone, ils ont l'adresse d'où ils habitent. Donc, ils prennent le téléphone pour rentrer. Soit Maps, soit hop, le métro, le machin, et puis hop, j'y vais. Mais ils n'ont pas l'adresse dans la tête. En fait. Ils ne connaissent pas leur adresse, ils viennent d'aménager. Avec les GPS, en plus, tu fais plus d'efforts. Tu fais plus d'efforts. Ouais. Qui, aujourd'hui, connaît le numéro de ses proches? C'est-à-dire le numéro par cœur, à part un ou deux numéros. Nous, dans le temps, moi, je connais le numéro de ma mère, j'en connais un. Voilà. Donc, imagine, tu es dans une ville que tu connais pas, on te pique ton téléphone, on te pique tout. Bah, pour te retrouver, tu peux appeler personne. Il paraît qu'il y a une technique pour savoir si quelqu'un est en coma éthylique. Alors, un pompier m'avait montré... alors là, en l'occurrence, c'était un gamin qui se réveillait pas. Bon, cette scène-là était assez compliquée parce qu'on est arrivé... Et dans le local, j'étais avec Manu, on arrive, il y avait un local à poubelle. Et on arrive, on voit le gars qui est allongé dans le local. Et le pantalon légèrement baissé. Et là, je me dis, lui, ivre... Il s'est arrêté pour pisser et du coup, voilà, il est tombé, il s'est endormi là. Donc du coup, je essaye de le réveiller et là, il ne se réveille pas. Il dit, oh, et je secoue. Je dis, mince, il fait un coma éthylique, on appelle les pompiers. Du coup, on appelle les pompiers se déplacent et je dis à mon collègue, je dis à Manu, à mon pote, je dis, bon, Manu, on va pas le laisser comme ça, un minimum quand même, un peu de respect. Je lui remets son pantalon, je referme vite fait le truc, mais pas à la ceinture, juste voilà, le remettre pour que les pompiers... Là, les pompiers, ils arrivent et tout, et je leur explique. Et là, il y a un pompier qui me dit « Oh, t'es sûr qu'il en... » Je sais pas. Puis il s'approche de lui. Je le dirai pas parce qu'il m'a demandé de pas le dire. C'est des choses qu'eux savent faire. Mais il faut savoir que le week-end, je retrouvais des fois des policiers qui me saluaient, des pompiers, parce qu'ils savent, c'était toujours la même équipe du week-end. Et là, il m'explique, avant de nous appeler, tu fais ça. En l'occurrence, c'est une technique. Moi, il m'a dit de pas le dire parce que voilà, y en a qui vont s'amuser à le faire, c'est pas forcément. Et il le réveille. Et le mec, il reprend un peu son esprit, et puis bon... il me dit, il est vraiment pas bien. Et il y a un des pompiers qui voit que la ceinture est défaite. Il dit, il avait sa ceinture défaite. Je dis, non, on l'a rhabillé et tout. Il me dit, ça change tout. Je dis, comment ça change tout? Il me dit, on prévient les secours. Il me dit, c'est vous qui avez remis le pantalon? Je dis, ouais. Et il me dit, parce qu'on a eu des cas, mais bon, nous, on n'était pas au courant, des cas de viol. Ah! Et il dit, rien ne dit que c'est un coma éthylique, qu'il n'a pas été drogué et qu'il n'est pas dans cette situation-là dû à un viol. Il me dit, en plus, vous l'avez touché, donc il faut qu'on signale à la police, en cas d'examen derrière, que vous l'avez manipulé. Ah oui, d'accord. On a reçu le patron de l'Ordre de Malte avec des secouristes qui sont venus. Ouais. Il disait que pour réveiller, je crois que il fallait écraser un stylo sur un ongle. Il y avait un truc comme ça et que c'était insoutenable. Voilà. Ouais, il y a des techniques. Ouais. Mais bon, s'ils t'ont dit de pas le dire, on le dira pas. Mais... Non, parce que ça provoque une douleur. Oui, mais ce qui est pas plus mal. Le pompier, il m'a expliqué en me disant. Tu peux mourir d'un coma éthylique. Voilà, par exemple, je vois le cas d'un gamin qui était sur un banc. Et ça m'a fait rire parce qu'il était sur le banc. J'arrive et pas de couverture, rien, en plein hiver. Il s'est endormi. Je dis, oh, reste pas là, réveille-toi. Puis il me dit, ouais, j'étais où là? J'ai rentre chez toi. Et je l'ai secoué, je disais, rentre chez toi. Et j'ai dit, tu te lèves. Et j'attendais qu'il se lève et qu'il marche. Parce que souvent, il s'endorme et tout. Et là, il y a une dame qui arrive, qui allait faire son marché. Parce que le marché d'Élise commençait de bonne heure. Elle arrive et la grand-mère, elle vient me voir. Elle me dit, oui, vous embêtez. Elle me dit, tous les week-ends, il y en a un comme ça. Elle me dit, là, ils sont morts sous, laissez-le et tout. Et je sais pas pourquoi, je me suis retourné et je dis, mais madame, et si c'était votre petit-fils? Et elle m'a regardé. Elle s'est penchée, elle regarde, elle me regarde, elle me fait, non, c'est pas lui. Je me suis dit, c'était pas le but. Elle a vérifié quand même que c'était pas lui. Ouais. Mais en fait, c'est ce que je dis, ces gamins-là, voilà, ils ont fait une connerie, mais ils méritent pas de mourir sur un banc. Évidemment, mais attends, tout le monde s'est pris une couverture. Pas le père, mais tout le monde s'est pris une cartouche. Ouais, non, mais c'est ça. Mais souvent, ce qui est dur aujourd'hui, c'est pour ça que peut-être cette émission va faire réagir certains. Partez en groupe, restez en groupe.
Parce que C'est comme dans les films d'horreur, t'as toujours un mec qui part tout seul. Ouais, non mais... C'est très bien qu'il faut pas partir tout seul. C'est ça, c'est ça. Et t'en as un qui est alcoolisé, qui va avoir, par exemple, l'alcool mauvais ou des trucs comme ça, il va partir tout seul et puis il va lui arriver des ennuis, quoi. Alors, t'as aussi aidé tu dis, un très jeune garçon que t'as retrouvé dans la rue, seul la nuit en hiver. Ouais, ça m'avait touché parce qu'il avait vraiment une tête de gamin. C'était juste à côté de la gare. J'arrive, je descends et je le vois. Il pleuvait. Et il était mais sous un Porsche. Mais on voyait bien qu'il était arrivé là par hasard. C'est-à-dire, il n'a pas cherché un endroit à l'abri. Il avait juste un sac et il était sur le côté comme ça. Je regarde. Moi, j'étais en train de ramasser mes poubelles. J'étais tout seul. J'étais sur mon véhicule en grue. Et je me dis, putain, mais c'est un gamin, quoi. Je fais le tour du camion et je monte dans mon camion, je vais chercher une couverture de survie parce que je vois bien qu'il est gelé, il a juste un sac à dos, quoi. Et il a un sac sur sa tête. Et j'allais le voir, je dis, ça va? Il me dit, non, non, ça va et tout. Et je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, tu veux pas que j'appelle quelqu'un? Parce que on voyait bien que c'était pas un SDF, mais qui dormait dehors. Et je lui dis, mais t'es tout jeune et tout. Il me fait, oui, oui. Je dis, mais attends, je te prends une couverture. Il me dit, donne-moi un numéro si tu veux, j'appelle quelqu'un. Et il me dit, non, surtout, je veux pas qu'on sache que je suis là. Je lui dis, mais bah, va quelque part et tout. Et il me dit, non, en fait, je suis parti de chez moi parce que mon père n'était pas d'accord sur mes orientations sexuelles. Et en fait, je me suis aperçu que le gamin, il savait pas où aller. Il avait juste un sac à dos. Et c'est vrai que ce gamin-là, j'ai failli me dire, est-ce que, voilà, je ne propose pas de venir chez moi et tout. Mais à un moment donné, je pouvais pas accueillir, voilà. Et je lui ai donné une couverture de survie. Je suis parti en me disant, ce pauvre gamin, voilà, je sais pas ce qu'il est devenu. Comment il a vécu ça, comment... Putain. Et des cas comme ça, il faut savoir que m'arrivait beaucoup de choses. Ma responsable le savait. Il y avait très peu de gens qui le savaient. Je vois par exemple, moi, dans ma famille proche, mon entourage, je faisais de la collecte de couverture. Et quand on faisait les courses, quand ma femme faisait les courses, on prenait des croissants, des brioches, mais même des trucs premier prix et tout. Et quand je passais avec le camion, je voyais les SDF, parce qu'à force des années, on se connaissait, enfin on se croisait. Ben, je leur filais un peu, voilà, une dentifrice, de l'eau, mais en dehors du cadre du travail, ça n'avait rien à voir. C'était pas, je passais, hop, j'avais ça à côté dans mon camion, et je filais ça aux gars, parce qu'il y a des situations où j'ai discuté avec des gars, et je me dis qu'on est tous à même de se retrouver dans cette situation-là. T'as des enfants, toi, aujourd'hui? Ouais. Juste sans parler de ta situation personnelle, mais c'est fou, tu habites dans une caravane alors que tu travailles. Alors là, c'est du provisoire. J'ai retrouvé un logement. Ça, c'est ma situation personnelle, on va dire. Le fait est que, voilà, on est en divorce suite à des problèmes de santé, suite à un changement de travail. C'est-à-dire que ce que je faisais, si j'avais un souhait, ça serait de revenir 10 ans en arrière dans ma vie de famille et dans mon travail. C'est-à-dire que, voilà, ce travail-là m'apportait beaucoup de choses. Je travaillais le week-end, la semaine, il y a mes enfants, tout ça. Mais là, je suis retrouvé dans un service, on va dire, ordinaire. On appelle ça le porte-à-porte, c'est-à-dire le camion qui passe. Je conduis. La journée. Voilà, et le gars, il ramasse. Et j'ai un certain ennui, c'est-à-dire que, voilà, c'est plus du tout la même chose. Alors que t'étais la nuit et que t'avais... Ouais. Et tu n'arrivais pas à retrouver un appartement malgré un CDI, etc. C'est un problème de logement sur plein de travailleurs. C'est un problème de logement parce que, en fait, je gagne trop pour prétendre aux HLM, mais je gagne pas assez pour les cautions, il me faut un garant, il me faut quelqu'un qui se porte garant, tout ça. Heureusement, j'ai trouvé des personnes voilà, avec un petit studio très sympa. Là, ça s'est fait récemment, là. Et du coup, voilà, ça y est, j'ai retrouvé une situation... C'est fou d'avoir une galère de logement quand on travaille. Ça, c'est pas possible. Ouais, mais bon... Tu bosses depuis 23 ans. T'as jamais été au chômage? T'as enchaîné? Non, j'ai toujours enchaîné. Voilà, bon, après, c'était un choix, on va dire, enfin, un choix. Une situation personnelle compliquée. Voilà. Et tu l'as mis où, ta caravane? Dans un camping? Ouais, sur un terrain. Là, j'ai loué un terrain chez quelqu'un, en fait. C'est beaucoup mieux, déjà. T'as tenu la baraque? Et là, maintenant, enfin, t'as tenu le manche et maintenant, t'as retrouvé un truc, félicitations. Ouais, c'est ça. Tu vas même sauver une fille, un jour, d'une tentative de viol. En tant qu'éboueur, tu passes à ce moment-là avec ton camion. Nous, quand on est dans une rue, quand les pompiers ils arrivent, quand la police elle arrive, tout le monde est là. Que ça soit quelqu'un qui vole, quelqu'un qui est juste témoin, tout le monde voit des gyrophares en se disant, il se passe quelque chose. Donc, il y a du monde. Nous, on est dans une rue, on fait partie du décor, que ça soit le balayeur, que ça soit... Il peut y avoir un vol, une agression, tout ça. On ne s'occupe pas de l'éboueur. Moi, j'ai toujours eu du mal à faire comme si j'avais rien vu. C'est mon problème, c'est mon défaut. C'est pour ça que mes enfants et ma femme s'inquiétaient en disant, un jour, il va t'arriver à quelque chose. Et j'arrive pas à passer... Et là, en l'occurrence, j'étais en camion grue, les camions qui ramassent les poubelles enterrées. Donc, ce sont des camions il y a des crochets, parfois, il y a des trous, tu soulèves une petite trappe et tu mets un... Voilà. Ouais. Donc, je suis tout seul dans ce camion-là. Donc là, je déplie mes béquilles.
sur le côté du camion, je déplie la grue. Une fois qu'il est comme ça, le camion ne peut pas s'en aller. Il ne peut pas s'en aller, il ne peut pas partir, il faut que je plie tout. Et là, j'étais sur le côté et j'entends crier « Au secours, au secours, au secours !» Et je vois une femme qui arrive, hein, c'était même pas une jeune fille, c'était une femme. Hein. Elle arrive en courant « Aidez-moi, aidez-moi !» Et je la vois passer devant moi et la seule chose qu'elle trouve à faire, c'est d'ouvrir la porte de mon camion et de monter en courant dedans. Sauf qu'il y a des écrans, il y a des trucs, il y a des... Et je la vois qui monte sur... Mais on voit bien qu'elle est prise de panique. Donc je bloque ma grue, c'est-à-dire un arrêt d'urgence, je bloque la grue, je monte derrière elle, et elle me dit « Aidez-moi !» Elle m'attrape la main, elle me dit « Aidez-moi, ils veulent me violer et tout. » Et je vois dans mon rétro un groupe de 4-5 personnes arrivant en courant. Du coup, je ferme ma porte, je verrouille, et je dis « Vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité, tout va bien se passer. » Jusqu'au moment où je sursaute, parce que j'entends un boum, et là, on tape sur mon carreau. Et les mecs, ils essaient en train de péter le carreau. Et, mais c'est quoi et effectivement, j'entends à l'extérieur, les termes, désolé, on va te violer, on va t'enterrer, on va creuser un trou, et je vois qu'elle stresse. Et là, du coup, je prends mon téléphone, j'appelle la police en disant on a besoin d'aide et tout. Et là, on me dit qu'on me voit. C'est-à-dire que la personne me dit oui, il y a une patrouille qui arrive, on vous voit. Il faut savoir qu'il y a des caméras, ils voient et tout ça. Putain, bien. Du coup, je dis, ouais, vous me voyez, mais si vous venez pas vite, là, ça va pas le faire. Et quand je dis qu'on passe inaperçu, c'est qu'on passe inaperçu pour tout le monde. Parce que là, la police, elle arrive. Je vais passer les propos, parce qu'il y a eu des propos d'échange entre elle et les jeunes. Moi, j'étais pas là pour juger. Pourquoi ils en voulaient? Je sais pas ce qui s'est passé avant. Le problème est que, en fait, il y a une main qui est passée sous une robe, elle s'est défendue, et du coup, elle a dû leur répondre, les mecs l'ont mal pris. Du coup, la police, elle arrive et tout, et là, ils lui disent... Alors, ils ont réussi à attraper un des gars. Et les gars, quand ils ont vu, ils sont partis, ils en ont attrapé un. Ils le ramènent. Et elle fait, ouais, il était avec eux. Et là, le policier lui dit, est-ce que c'est lui qui a mis la main? Elle dit, je sais pas, ils étaient en groupe, mais il était avec eux. Oui, mais si vous n'avez pas de preuve que lui a fait quelque chose, on peut pas... il n'a pas de flagrant délit, quoi. Donc là, elle rentre dans une colère en disant, c'est inadmissible. Moi, je suis là, je dis rien. Je vais retourner à mon camion, je dis, je fais mon truc et tout. Ils me disent rien. Sauf qu'ils disent, bah, pour votre sécurité, on va vous emmener. Et quand je dis qu'on fait partie du décor, c'est-à-dire qu'ils l'ont emmené, ils l'ont mis dans la voiture, et ils sont partis. Et moi, j'ai regardé, j'avais mon camion sur les béquilles, il y avait le mec qui était là, c'est moi qui venais d'appeler la police, ses potes qui étaient sûrement pas loin, et là, je me dis, mais tout le monde se barre. J'ai dit, mais moi, vous auriez pu attendre que je plie le matériel et que je me barre quand même, quoi. Et je me retrouve tout seul. J'ai les mecs, ils ont essayé de péter mon camion, on me demande pas si on... Et ils sont partis, les gars. Et les gars, ils sont partis. Ils l'ont emmené, ils sont partis. Putain. Donc encore une histoire que je sais pas ce qui s'est passé derrière. Je me suis retrouvé tout seul. Et là, je me suis dit, bon, je plie, je ramasse et je me barre. J'ai pas eu de nouvelles. Mais moi, on m'a pas demandé comment ça allait, comment ça s'était passé, comment... Et ces cas-là, c'est arrivé, mais plusieurs fois où on passe vraiment inaperçu. Un jour, il y a des mecs qui essaient de faire rentrer une fille dans une voiture. Ouais. Alors, Manu, on était très solidaires. Hein. Ce que je dis, c'est mon pote. C'est ton binôme Ouais, ben, là, en l'occurrence, dans ma situation de famille, c'est lui au départ qui m'a hébergé, qui m'a dit tu viens te laver à la maison, tu viens pour le confort me laver mon linge, m'a lavé. Voilà, on est comme deux frères. On a eu des situations très très compliquées tous les deux. Et du coup, ce jour-là, on arrive, on s'arrête à un feu, et là, il y a un arrêt de bus, et on voit une jeune fille par terre avec une robe relevée. Et elle était... Bon, elle réagissait pas. Et le mec, on trouvait ça bizarre. C'est-à-dire qu'il lui caressait pas le dos alors qu'elle avait l'air inconsciente, quoi. On s'est dit, il était là, genre, je la réchauffe, mais bon, c'est pas là qu'on réchauffe quelqu'un. Du coup, on s'arrête et on se regarde tous les deux. Et en 2 minutes, quand c'était comme ça, voilà, on savait. On se regarde et il me dit, c'est bizarre. Je dis, ouais, c'est bizarre. Frein de parc, on arrête le camion, feu de détresse, on descend. Il dit, il y a un problème, elle se sent pas bien. Et là, elle fait, non, on va la ramener chez elle. Je regarde, je fais, J'y mettais tout seul. Non, mes potes sont partis chercher la voiture, on la ramène chez elle. Je dis, mais elle s'appelle comment? Et moi, il fait, je sais pas. Je dis, attends, tu sais pas comment elle s'appelle? Tu vas la ramener chez elle? Et il fait, ouais, mais on a trouvé son sac, il y a son adresse, on va... Ah, je dis, ah là, c'est bizarre, là. Ouais. Je dis, non, je dis, là, elle est pas en état, je dis, elle est inconsciente. Je lui dis, mademoiselle, je dis, tu sais même pas comment elle s'appelle? Je dis, serre-moi la main. Je vois qu'elle réagit pas, j'essaie de la faire réagir. Je vois qu'elle respire, qu'elle est consciente, mais qu'elle est complètement dans le coma. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'elle a pris? Est-ce qu'elle est ivre? Est-ce qu'on lui a donné quelque chose? Il y a beaucoup d'histoires de ça. Voilà, c'est ça. Donc, comme on était avec mon binôme, vraiment, lui, il va chercher la trousse à pharmacie. En général, c'est comme ça que ça se passait. Voilà, moi, je reste sur place. Et je dis, passe-moi un chiffon, quelque chose. Manu, il arrive, il me passe. On la couvre. Et je dis, non, maintenant, elle reste ici. Puis il y a une voiture qui arrive, elle s'arrête. La porte arrière s'ouvre. Il fait, ouais, tu fais quoi? Vas-y, mets-la dans la voiture. Je me retourne, je fais, non, elle va nulle part. Et là, il va les voir, il dit, bah non, les gars se sont arrêtés, ils veulent appeler les pompiers. Je dis, ouais, la police arrive, de toute façon, on appelle les pompiers, la police arrive et tout. Et il regarde leur collègue, il fait, vas-y, monte. Et là, on s'aperçoit qu'il pose le sac de la jeune fille par terre, il monte dans la voiture,
Et ils s'en vont. Putain. Et les pompiers sont venus après, ils l'ont pris en charge. Nous, la suite, je ne sais pas de l'histoire, la suite. Mais nous, on est persuadés que c'était pas... Voilà, c'était pas ses amis, ils ne savaient même pas comment elle s'appelait. C'est arrivé plusieurs fois, hein, des jeunes filles comme ça. Il y en a une, je m'en rappelle, parce que c'était la chanson... Il y a une chanson qui s'appelle Mélodie, et elle s'appelait Mélodie. Et pareil, j'étais tout seul, elle arrive en pleurant, et elle me dit, il arrête pas de me suivre et tout, il a essayé de m'attraper et tout ça. Et je dis quoi? Et là, je vois un mec dans le noir, en loin, avec sa capuche et tout. Je dis, non, mais t'inquiète pas, il va rien te faire. Elle me dit, si, il s'en veut à moi, et puis elle se met à pleurer et tout. Et là, je vois avoir 17, 18 ans, quoi. Je pense à ma fille, je pense aux enfants. Je pense que c'est le passé, on me dira plus rien aujourd'hui. J'ai fait un truc que normalement, j'ai pas le droit, je lui dis, vas-y, monte dans le camion. Monte dans le camion. Parce que je me voyais pas partir et la laisser toute seule. Ah non, évidemment. Et du coup... Tu la déposes à... Voilà. Et elle me dit, je suis juste plus loin et tout. Je dis, je te dépose. Je dis, de toute façon, je vais par là. Donc, je fais 2-3 rues, je la dépose. Et elle me dit, tu veux pas monter boire un café? Je dis, non, rentre chez toi. Et elle pleurait et tout. Elle me dit, merci. Elle m'a dit, tu me fais penser à mon père et tout. Bon, c'est là que j'ai vu que j'ai pris un coup de vieux quand même. Quand elle m'a proposé le café, je dis, non, je viens pas. Et du coup, elle est partie. Est-ce que t'as pas le droit de faire rentrer quelqu'un dans le camion? Non, pour des questions après, je pense que t'aurais pas... questions... Si t'es patron, j'ai sauvé une fille d'un viol, ils vont pas te dire ah. Oui, mais par exemple, je vois, quand je dis ma responsable, alors il faut savoir que c'était Sandrine, c'est une responsable qui s'occupait du service du week-end et tout ça. On n'a pas toujours été d'accord, mais on a toujours été un respect mutuel l'un pour l'autre. Et ça, elle le respectait. C'est-à-dire que j'avais pas besoin de rentrer dans les détails. Si j'avais un peu de retard, je lui disais qu'il y avait eu quelque chose, j'utilisais une couverture à survie. Elle a jamais. J'ai eu le cas une fois, malheureusement pour Dorian, où j'ai dû m'arrêter 2 heures. Suite, le gamin, il est mort quand même. Elle n'était pas là, il y avait des astreintes. Attends, c'est quoi cette histoire? Attends, reprends de A à Z parce que... En fait, on a trouvé un gamin qui a été battu à mort. Donc, mais sauf que, pour en revenir à mon histoire de responsable, c'est que ce jour-là, j'ai dû m'arrêter 2 heures. Et j'ai quand même eu une personne au téléphone en astreinte, je tairai son nom, qui se reconnaîtra, qui m'a quand même dit ce jour-là, tu n'aurais pas dû t'arrêter, parce que j'avais perdu 2 heures de mon travail. Et moi, quand j'ai répondu, c'est non-assistance à personne en danger. Il est hors de question, si je vois quelqu'un dans une situation... Évidemment. Ouais. Je vais pas le laisser comme ça. Cette histoire-là, c'est celle qui m'a le plus marqué. Parce que 2 fois au tribunal de grande instance, là, on passait avec mon collègue. Et là, Manu n'était pas là. C'était un intérimaire que j'avais avec moi. Et j'arrive, et sur la droite, je vois un jeune allongé sur le dos. Et sur le coup, je vois pas. Mais je me dis, coma éthylique, quelque chose. Je ralentis, je m'arrête. Il y avait le feu, et je m'arrête juste à sa hauteur. Et là, je vois du sang. Et là, je me dis, non, là, c'est pas un coma éthylique. C'est pas un... Mais je vois pas, je vois la forme humaine. Je descends. Et là, je m'aperçois que... je m'aperçois que c'est un homme parce qu'on lui a volé son t-shirt. Parce que physiquement, son visage, je n'étais pas capable de savoir si c'était un homme ou une femme. Dans quel sens? Dans le sens où il avait la même coupe que toi, pas comme moi, les cheveux mi-longs. Mais le visage, il n'y avait plus de visage. On lui avait vraiment détruit le visage. Après, je me permets d'en parler parce que j'en ai parlé avec les parents, j'ai demandé l'autorisation d'en parler. Parce que cette histoire-là, c'est qu'il a fallu témoigner devant un juge 2 fois. Il a fallu que je raconte dans l'état où je l'ai trouvé, dans quel état je l'ai trouvé, et devant ses parents. Et c'est quelque chose que, même le juge, il m'a dit, mais vous êtes reparti au travail après? Mais oui, parce que moi, je suis arrivé, j'ai découvert des choses, je m'en suis beaucoup voulu de ne pas avoir réussi à le sauver. Quand je suis arrivé, il était sur le dos, marre de sang, ouvert derrière sur le crâne, ça coulait derrière, le sang, j'arrivais pas à arrêter. J'ai dit à mon collègue, donne-moi des chiffons, donne-moi tout ce que tu trouves dans le camion pour arrêter l'hémorragie. Et je m'aperçois qu'en fait, il a le nez et la bouche enfoncés à l'intérieur du visage. C'est pour ça que on voyait pas... il avait la tête complètement déformée. Et je vous dis, c'est que... et je vois ça, je prends son pouls, j'appelle mon collègue, et je vois pas j'étais pas avec Manu, et je vois qu'il revient pas, et je m'aperçois qu'il est en train de vomir derrière. Je lève la tête, je vois quelqu'un devant moi, je vois que c'est un videur, il y avait une boîte de nuit juste en face, je lui dis, vous avez appelé les secours, il me dit oui. Et là, je vois qu'il respire pas, je commence à vouloir lui faire un massage, puisque tous les ans, je réclame la formation de secouriste. Tous les ans, je la fais. Parce que, justement, à cause de ça. Ton collègue vomit derrière parce qu'il est choqué de ce qu'il a vu. Il est choqué, ouais. Il y a des gens autour. Je vois un jeune homme qui arrive, je saurai après que c'était son copain, qui se met à hurler, crier « Mon Dieu !» et tout. Je demande aux gens de l'enlever. Il faut savoir que dans cette situation-là, il y a du monde qui arrive, souvent des personnes alcoolisées. C'est très compliqué à gérer.
Par la suite, moi, j'ai réfléchi à beaucoup de choses, parce que je ne savais pas qui a fait ça. Hein. Ils étaient peut-être encore là. Hein. Je ne savais pas ce qui se passait, moi. Hein. C'est-à-dire que je suis parti sur le truc sans me poser la question. Et là, je commence à vouloir faire un massage. Et là où je m'en suis voulu, c'est qu'il a fait un bruit, un râle, un souffle. Et je me suis dit, oh, ça y est, il respire. Entre-temps, il se passe un moment, les secours arrivent, le SAMU, il arrive. Et là, je vois que il faut un massage, il l'intube et tout. Je l'ai vu respirer. Et je ne comprends pas, parce que j'avais des notions de secouriste. Mais j'avais que des notions. J'ai refait des formations par la suite. Je pars, je vais en retrait, je vais m'asseoir le long de l'arbre. Je vois mon collègue qui n'était pas bien du tout. Je m'assois le long d'un arbre et je vois que ça s'agite, je vois qu'il y a eu une bagarre, je vois une voiture qui s'arrête, qui vient voir. Je saurai par la suite que c'était un des agresseurs qui venait voir dans quel état il était. J'ai su au tribunal. Hein. Ils sont repassés voir sur la scène. C'était un soir de match de l'équipe de foot Europe, je sais plus quoi. Hein. Et du coup, pourquoi il était torse nu? C'est parce qu'ils ont pris son t-shirt. Non seulement ils l'ont massacré, hein, c'est le terme, hein, puisqu'il y a un témoin qui a vu sur un balcon qu'ils lui ont sauté à pieds joints sur la tête. Ils ont entendu les craquements. Donc c'était vraiment, pour moi, je n'avais jamais vu une telle violence. La police, elle arrive, ils viennent me voir. Et moi, ce qui m'avait marqué, hein, ça je l'ai déclaré aux parents, je l'ai dit, c'est triste à dire, mais dans ces cas-là, nous, j'ai pas pensé à moi, j'ai pensé à cette chose-là. Et je vois les secours qui arrivent, je me rappelle, il y avait une jeune fille du SAMU, et elle commence à mettre des lunettes, à pratiquer le massage, et je vois des projections de sang. Et je m'aperçois qu'il y a des projets. Et là, je me regarde, et je vois que j'ai plein de sang sur les mains. J'ai du sang sur moi. Et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, je me suis dit, mais je me suis pas protégé. Ce gamin, je le connais pas. Je sais pas c'est qui, je sais pas d'où il vient, je sais pas. Je m'en suis beaucoup voulu, parce qu'après, le SAMU, quand je dis vraiment qu'on passe inaperçu, c'est-à-dire que le SAMU le prend en charge, part, la police vient me voir, ils me disent, bon, il a repris le souffle, il est dans un état très grave, sérieux. Et il me dit, ça va aller? Je dis, ouais. Et il me dit, moi, je viens de Paris. J'ai voulu venir à Rennes pour un peu de calme. Et il me dit, j'ai jamais vu des gens se mettre dans des états comme ça. Putain. Au niveau de l'alcool, au niveau... Et je lui explique, voilà, Là, c'est même pas de l'alcool, là, c'était juste... Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'avais pas le pourquoi du comment. Tu l'as eu après? Enfin, on va revenir. Ouais, bah oui, parce qu'on est passé au tribunal et tout ça. Ils ont été arrêtés, ouais, d'accord. Du coup, à ce moment-là, le policier me dit, vous avez vu quelque chose? Je fais non. Et je me rappelle de cette phrase, je lui dis, mais je pense qu'il doit y avoir une arme. Il me dit, pourquoi une arme? Parce qu'eux, ils sont pas intervenus. Et je lui explique, je dis, parce qu'il avait la tête ouverte complètement derrière, ils ont dû le frapper à quelque chose. Moi, je ne savais pas ce qui s'était passé. Je dis, le crâne était enfoncé. Donc, je lui explique ça au policier, en me disant, ils vont chercher, ils vont faire quelque chose. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que quand je dis ça au commissariat, on me demande de redéclarer ce que j'ai dit au policier, et que le jour du tribunal, on me demande en me disant, voilà, on va vous mettre une photo, est-ce que vous l'avez bien trouvé à cet endroit-là, comment il était. Et j'entendais sa mère et son père derrière. Et il faut que je décrive cette scène-là. Vous avez dit qu'il avait le crâne ouvert en deux. Vous avez dit qu'il avait le visage enfoncé. C'est très, très dur à dire. Et là, donc, il y a cette histoire de sang. Et je suis assis. Mon collègue, il est toujours pas bien. Lui, il est assis dans un coin. Il veut pas approcher. Et quand je dis qu'on passe inaperçu, c'est que le gars du SAMU vient me voir et j'ai juste une question à vous poser. Et il me dit, vous ne vous sentez pas bien? Je dis non. Je vous ai vu vous protéger. Je dis, qu'est-ce que je dois faire? Et il me regarde, il me dit, vous avez du sang dans la bouche? Je fais non. Il me dit, vous avez des lunettes, vous n'avez pas eu de projection dans les yeux? Je fais non. Il me dit, vous inquiétez pas, nous on se protège parce qu'on a l'habitude. C'est voilà, tous les jours, c'est normal. Mais il me dit, voilà, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'avez pas de plaie ouverte, vous n'avez pas eu de sang dans la bouche. Donc même s'il était malade. Oui, il y a peu de choses. Mais après, tout ça, c'est des choses que moi, je m'en suis voulu parce que j'ai le pauvre gamin, il était en train de mourir. Moi, j'étais en train de me poser la question si j'allais pas attraper une maladie, quoi. C'est quand même deux choses. Et quand je dis qu'on passe inaperçu, le SAMU s'en va, la police s'en va, les gens rentrent dans la boîte. Qui nettoie la scène? Qui reste sur place? Moi et mon collègue. Et du coup, j'ai dû prendre ma veste, je me rappelle, je l'ai mis dans une poubelle. J'ai ramassé les compresses, les mouchoirs, tout ce qui était plein de sang. J'ai tout mis dans une poubelle, j'ai vidé et on est reparti travailler. Et le juge m'a dit, mais vous êtes vraiment reparti après? Ben, j'ai dit oui. Si vous voulez qu'on fasse quoi? Parce que du coup, on est reparti. Et tu t'es fait engueuler après parce que t'as pas fini ta tournée? J'ai appelé, juste après ce moment-là, il y a un numéro de permanence. Alors, il faut savoir qu'il m'est arrivé une fois, c'était des permanences, donc c'est un gros groupe. Il y avait des permanences où, une fois, j'ai appelé, le mec, il m'a demandé ce que je faisais. C'est-à-dire, il était de permanence dans un bureau quelque part, et je lui dis, j'ai un problème avec la grue, machin. Il me dit, mais ton travail consiste en quoi? Ah, j'ai le mec, il est de permanence, il sait pas ce que je fais. Donc, en fait, souvent, je me débrouillais. Mais là, en l'occurrence, 2 heures de retard facile. J'appelle,
Et le gars, il me dit au téléphone, il me dit « Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Il me dit « De toute façon, il t'arrive toujours un truc le week-end. » Je dis « Oui, c'est le problème du week-end. On commence aux heures où ils sortent de boîte, c'est le week-end. » Je dis « Non, mais là, le gars est dans un état sérieux. » Après, il ne savait pas vraiment ce qui s'était passé, mais il me dit « Mais pourquoi tu t'es arrêté ?» Et cette question, elle m'avait hanté, parce que je me suis dit « Mais parce qu'il y avait un gars qui était en train de mourir, quoi. » Et je saurais par la suite qu'il est mort à l'hôpital. Et là où je m'en voulais vraiment, c'était très dur pour moi, c'est que j'ai refait une formation et j'étais persuadé. Et ce qu'on appelle, j'ai appris plus tard, on appelle ça, ceux qui font du secourisme, les pompiers, ou ceux qui connaissent, on appelle ça les gaspes. Et en fait, c'est ce qu'on appelle en gros le dernier souffle. C'est-à-dire que quand les poumons se vident, il y a ce râle et ce souffle. C'est-à-dire que quand moi, j'ai commencé à vouloir le réanimer, j'ai cru qu'il respirait. Mais en fait, non. Il fallait justement continuer à ce moment-là. Je me dis que si j'avais continué, j'aurais peut-être pu le sauver. Et ça m'a travaillé, j'ai mal dormi et tout. Et le jour du tribunal, quand j'ai raconté cette histoire-là, ouais, j'ai craqué, j'ai pleuré, j'entendais ses parents derrière. Et j'ai dit aux parents, je suis vraiment désolé. Je pensais vouloir, et je suis désolé de ne pas avoir réussi à le sauver. Ça me hantait en me disant, la chose qui m'a inquiété, c'était le sang et de ne pas l'avoir sauvé. Voilà. Et je me dis, j'aurais dû continuer. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Et je suis sorti du tribunal, et j'ai entendu quelqu'un m'appeler, et je me suis retourné. Ouais, c'est un peu dur. Je me suis retourné, et c'était ses parents, avec une de ses sœurs qui était là. Et ils sont venus, ils m'ont pris dans les bras, j'avais ma fille qui était là, et son père m'a dit, vous avez fait ce qu'il fallait, on vous en veut pas. Il me dit, au contraire. Ils m'ont dit, ils savaient, parce que lors de l'affaire, on pouvait pas rentrer en contact et tout ça, hein, c'est très strict, les choses et tout. Et ils m'ont dit, le père, il m'a dit clairement, de toute façon, les médecins nous ont prévenus à l'hôpital que mon fils aurait été, entre guillemets, un légume, c'est-à-dire vu dans l'état où il était, et il me dit, il n'aurait pas voulu ça. Donc il me dit, t'as fait ce qu'il fallait et tout, voilà. Donc ça m'a soulagé. Après, il faut savoir qu'ils ont fait appel, donc il y a eu un deuxième tribunal à Saint-Brieuc 2 ans après. Ils étaient 6. Les agresseurs, tu veux dire? Ouais, les agresseurs, ils étaient 6. Tout ça pour un échange de regards en boîte. Hein. C'était quoi, les gars? Il y a eu 4 personnes qui étaient dans la boîte avec qui il a eu une altercation. Apparemment, il y a eu une altercation avec 2 jeunes. Je ne sais pas le pourquoi du comment. Sauf que quand ils sont sortis, eh ben, ils l'ont vu sortir. Et voilà, ils se sont... Pour un regard, pour une histoire de fille, je crois. Voilà, une histoire avec la serveuse... Et ils se sont, voilà, littéralement acharnés dessus, jusqu'à lui prendre son t-shirt, hein, quand même, une fois qu'il était au sol, parce qu'il avait un t-shirt de l'équipe de France, ils ont pris son t-shirt. Il faut savoir qu'après, ils ont détruit des preuves. Ils ont brûlé, en sachant que quand ils sont revenus sur place, qu'ils ont vu dans l'état où il était, parce que la voiture est revenue, ils ont vu qu'ils avaient fait une connerie. Et voilà. Et ce qui est très, très choquant, hein, ce qu'il faut savoir, c'est... Moi, c'était la première fois de ma vie que j'allais au tribunal. Donc, en tant que témoin, on nous dit rien, on arrive dans une pièce, et autour de la table, il y a tous les témoins. Il y a tous les témoins, mais on ne sait pas qui est qui. On n'a pas le droit de communiquer, on n'a pas le droit au téléphone. On peut rester 6 heures, 7 heures dans une salle comme ça. Si on va aux toilettes, c'est un policier qui nous accompagne, en sachant que nous, on est juste témoins. Hein. Quand je dis que nous, on pas vraiment partie du décor, ce jour-là, on est reparti. Quand il y a eu l'enquête, ils ont fait une reconstitution. Tout le monde a été convoqué, sauf nous, lors de la reconstitution. Le seul moment où je me suis retrouvé parmi cette affaire-là, c'est au tribunal. Entre le temps de l'affaire et le temps du tribunal, j'ai eu une nouvelle de personne. Personne ne m'a rien dit. Ah ouais. Et je m'en rappelle parce que ça a duré longtemps. Et j'avais complètement oublié, en fait. Je me suis dit, on va pas... Ça me concerne pas, en fait. Et on revenait de vacances. Et on arrive de vacances. Et j'avais une lettre d'huissier. Je devais me présenter à un huissier. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'arrive, j'avais complètement oublié. Et j'arrive, et on nous prévient pas. Et la dame me dit, vous êtes convoqué pour une affaire de meurtre. Et là, moi, je me dis, mais attendez, une affaire de meurtre, j'ai tué personne. Si je comprends pas. Et c'est là qu'elle m'explique. On me dit pourquoi je suis convoqué. Et là, je comprends que, voilà, il y a le tribunal. Et ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que dans cette pièce, donc on se retrouve avec des gens. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'autour de cette table, pourquoi il y a un policier? Pourquoi on va aux toilettes avec un policier? Pourquoi il reste là? C'est qu'il y avait des parents des agresseurs, il y avait des témoins qui étaient sur place. On est tous dans la même pièce. C'est-à-dire les familles des agresseurs, on est tous dans la même pièce. Mais nous, on ne le sait pas. On le sait que quand on passe au tribunal. C'est-à-dire que quand je suis passé au tribunal que j'ai témoigné, je suis revenu m'asseoir. J'étais à côté, par exemple, du père d'un des agresseurs. Quand on sort du tribunal, le père de Dorian, les parents de Dorian, les agresseurs, la famille, tout le monde sort ensemble. On se retrouve dans le métro, on se retrouve... Je me dis à tout moment, voilà.
Donc ça, c'est l'affaire voilà, qui m'a vraiment le plus marqué. Parce que... Ils ont pris combien de prison? Alors, les premières fois, ils avaient pris, alors je crois que c'est entre 13 et 15 ans. Ferme? Ouais. Ils ont refait appel. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas où ça en est, parce que le deuxième tribunal, j'ai pas voulu... voilà. Après, il y a eu des trucs très très durs. Hein. Il faut savoir qu'ils ont fait une stèle à l'entrée de la boîte de nuit. Hein. Il y a eu des marches blanches. Il y a eu pour éviter toutes ces agressions, parce que bon, j'en ai vu beaucoup des agressions, mais là, bon, ça a été jusqu'à la mort. Et peu de temps après, la stèle a été brisée. Hein. Elle a été fracturée au niveau de son visage. Je sais que j'ai eu une altercation. Genre, voilà. Un jour, je suis passé avec le camion. Hein. Moi, je passais devant tous les jours, tous les week-ends. Et j'ai vu des jeunes qui s'étaient arrêtés, qui étaient en train d'uriner à côté. Je n'ai pas pu m'empêcher. Je ne voyais pas qu'il y a une stèle, là. Si vous avez un respect, ils étaient en train d'uriner, là. Et bon, voilà, ça me regardait pas, mais voilà. Mais je passais tous les jours devant. Bravo, en tout cas, pour tout ça. Tu fais ce que tu peux à chaque fois. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, ouais. Tu pousses du bon côté. Ouais. On essaye. Les agressions, hein, pareil, hein, que je n'avais jamais revues. C'était juste après Noël. Donc, il y avait encore des sapins dans les rues de Rennes. Et il y avait... J'étais avec Manu, on était dans une rue comme ça, et juste, on rigole, on voit deux couples passer, et il y en a un qui est en train de chanter « Mon beau sapin », et il avait un sapin dans les bras. Il avait piqué un sapin quelque part, avec les boules, les guirlandes, et il se promenait. Et là, il y a deux mecs qui remontent en face, et il y en a un qui lui dit « Mais ferme ta gueule !» Et là, il faut « Mon beau sapin, c'est Noël !» Et le mec, il fait ouais. Et là, l'autre, il traverse. Il enlève sa ceinture, il commence à le fouetter. Comme ça, gratuitement. Les filles, elles se mettent à hurler, je dis à Manu, regarde comment ça part. Et là, le deuxième, il arrive, et il sort une bouteille, je crois une bouteille de champagne ou un truc comme ça, de sa poche. Et là, il fracasse sur la tête du deuxième. Ils ont sauté. Quoi, ces gens ? Ils ont sauté, mais gratuitement. Et là, Manu était là, on remonte dans le camion, et là, je vois une des jeunes filles qui se met à hurler. Et du coup, ça commence à se battre, c'est-à-dire que ça se bat entre eux. Mais là, je vois qu'il y en a un qui est tombé par terre, et la fille fait « À l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide !» Et là, je la vois qui se baisse, et je m'aperçois qu'il a le tesson de bouteille dans la tête, et elle lui enlève. Et là, j'arrive, je dis « Manu ». Et en fait, après, avec Manu, on s'est dit « Mais tu te rends compte qu'on n'a même pas pensé au mec qui était en train de se battre ?» C'est-à-dire que nous, on est arrivés, il a sorti la trousse à pharmacie, j'ai commencé à vouloir lui faire un point de compression et tout, il y avait les mecs qui continuaient à taper sur l'autre. Hein. Ils étaient à côté de nous. Hein. Et c'est Manu qui s'est mis derrière, il m'a dit « Non, t'inquiète, je suis là ». Il était derrière moi souvent, et il se mettait derrière moi. Mais à tout moment, voilà. Et ils ont fini par se barrer. Donc on appelle la police, on appelle... Et là, pareil, c'est pour ça que j'ai refait des formations. J'avais pas assez serré le point de compression, j'avais pas... C'est des choses qu'on nous dit, vérifier qu'il n'y a plus de verre. Bon, là, en l'occurrence, je savais qu'il n'y avait plus de verre. Vérifier... Je prends des chiffons, je prends un pansement et je compresse la tête. Alors, ça saigne beaucoup, la tête. Ouais, et lui, je me rappelle de ses yeux qui étaient un peu révulsés, blancs, et il tremblait. Et autour, il y a sa copine qui est là... qui me secoue et qui fait ah, aidez-le, aidez-le, aidez-le. Ils sont alcoolisés, ils sont dans un état de stress. Et bon, j'ai Manu à côté qui gère. Et là, je me rappelle, je prends comme ça les chiffons, je prends le pansement compressif et ça me coulait entre les doigts. Et je voyais le sang qui coulait. Je dis ça s'arrête pas. Ça. Et là, je me dis mais les pompiers, ils arrivent quand? Ils arrivent quand? Parce qu'on avait prévenu. Ça va vite, hein. Les pompiers sont arrivés. Et c'est là qu'on voit qu'il y a des professionnels. Hein. Les mecs qui sont arrivés, ils ont rien dit. Hein. Et ils nous ont pas parlé. Ils ont sorti un pansement. Le mec, il a fait une bande et je l'ai vu, c'est rien. Fort. Ils l'ont monté dans le camion, il est venu me voir, il me dit ça va, je fais ouais, il discute avec nous. Et je lui dis j'arrivais pas. Il me dit faut pas hésiter à serrer. Il me dit vous avez pas serré assez fort. Et je lui dis il va comment? Et il me dit là ça va, on attend, je crois que c'est le SAMU qu'ils attendaient. On voit si on le transfère. Il me dit là il est stable, mais il me dit il peut vous dire merci. Et encore une fois, ils s'en vont, tout le monde s'en va. Et moi et Manu on sort le balai, la pelle. On nettoie le sang, on nettoie les pansements, on met tout et on s'en va. Que ça soit agression, n'importe quoi, les gens ne nous calculent pas en fait. Tu vas sauver un gars qui va se faire agresser, un homme qui va se faire agresser, un distributeur aussi. Ouais. Mais sans sortir du camion cette fois. Alors je suis arrivé, j'avais mon camion et là je vois qu'il est entouré de personnes qui le soutiennent, qu'il est alcoolisé. Il a 40, 50 ans quand je l'avais vu après. Et là, je le vois qu'il mène au distributeur et je sais ce qui va se passer. J'ai lui... Ils sont en train de le dépouiller. Ils sont en train de le dépouiller. Et je vois bien qu'il le brusque dans le distributeur, qu'il commence à voir le frapper, il met sa carte et tout. Et là, je me dis, voilà, j'y vais, je vais prendre un coup de couteau, je peux pas faire grand-chose. Et je sais pas ce qui me passe par la tête. Je monte dans mon camion. Alors, il faut savoir que voilà, c'était un Scania, c'est une cabine assez imposante. Hein, tout le monde voit ce que c'est qu'un camion, un poids lourd. Et j'avance et je me colle à 1,2 m derrière le distributeur. Je mets en plein phare, klaxonne de camion et là, les mecs, tout le monde se retourne et là, ils sursautent et tout, ils me regardent. Du coup, ils lâchent le gars. Ils disent, là, en fait, c'est comme une alarme qui s'allume de maison, ça sonne, ça fait peur. Et le camion, il est devant et il se barre.
Et il se barre. Le mec, je le vois et tout, il se retourne, je vais voir. Je dis, bon, allez, restez pas là, barrez-vous et tout. Il me dit, ouais, merci, ça va. Je dis, ouais, mais barrez-vous. Donc lui, il s'en va. Je reprends mon camion, je repars. J'arrive à un endroit, donc je descends mes béquilles, je fais une colonne. Et là, je vois 3 mecs qui arrivent. J'en vois un sur le côté, j'en vois un qui arrive à gauche. Mais ils viennent direct vers moi. Et habillés en noir et tout. Je dis, c'est quoi ce délire encore? Et là, je commence à... Bon, je vais... Des petites idées, des fois, bon, je prends la télécommande parce que c'est une grosse télécommande bien dure, parce que je me dis, qu'est-ce qu'ils me veulent? Et là, le mec, il l'a vu parce qu'il me voit arriver, il me dit, non, vous inquiétez pas, il me dit, c'est la police et tout. Et il me dit, on a vu aux caméras ce qui s'est passé et tout. Il me dit, on a interpellé les mecs, mais on a besoin de vous. Je dis, mais pour faire quoi? Bah, il me dit, en fait, pour témoigner, machin et tout. Je dis, non, moi, je veux pas, je suis pas, entre guillemets, voilà, je leur dis, je suis pas une balance, je suis pas là pour ça, c'est pas. Il me dit, non, juste nous dire, voilà. Bah, c'est pas être une balance, c'est. Ouais, mais juste nous dire qu'est-ce qu'ils portaient, comment ils étaient habillés et tout. Donc, je dis, je veux bien. Donc, je leur dis ce que j'ai vu, comment ils étaient habillés. Il me dit, ouais, donc c'est bien un de ceux qu'on a pris. Et je leur dis, mais moi, je veux pas d'histoire parce que si ces personnes-là, c'est souvent les mêmes le week-end, je suis là tous les week-ends. Ah ouais. Et là, ils me disent, non, non, vous inquiétez pas, ça reste, voilà, ça reste confidentiel. Confidentiel et tout. Et ils s'en vont. Moi, je continue mon boulot. Et dans la semaine, le jeudi, j'ai mon collègue, Mounir, qui m'appelle. Et il me dit, ouais, c'est toi qui es dans le journal. Je dis, comment ça, c'est toi qui es dans le journal? T'as pas lu le journal? Il y a un article, un éboueur sauve un mec d'une agression et tout. Je dis, c'est pas possible. Et dans l'Ouest France, il met son camion, il fait fuir les personnes. Je dis, mais attends, les gars, ça vaut savoir, les gars, que c'est moi. Je dis, c'est pas possible, quoi. Et au final, je me suis retrouvé affiché quand même. C'est quoi les horaires que t'as en tant qu'éboueur? Quand tu dis que tu bosses la nuit, c'est quoi? Alors, la nuit, c'est que je commence à 3h30, rue de la Soif, à Rennes. Je commençais le samedi à 3h30. Donc, du coup, on attaquait vraiment dans le vif du sujet. C'est-à-dire, pourquoi à 3h30? Parce qu'à 4h30, il y a des camions qui arrivent en bas pour le marché démarre. Nous, on attaque à 3h30 et il faut savoir qu'il faut que les rues qui ont passé une sale nuit, hein, c'est-à-dire des cadavres de bouteilles, il faut que ça soit propre. C'est-à-dire qu'à 9h, on devait quitter le centre-ville, nous, les balayeurs, les éboueurs et tout, parce qu'après, il y a le tourisme. Il y a le vieux centre-ville et tout ça. Donc, on attaquait vraiment 3h30, début de sortie de boîte, début des fermetures de bars, toutes ces choses-là. Tu travailles quel jour? Enfin, je faisais... là, actuellement, maintenant, je suis en normal, mais je faisais samedi, dimanche, lundi, mardi. Donc, tous les week-ends, tous les jours fériés. Quand il y avait un jour férié, les premiers de l'an, les Noëls. C'est-à-dire que c'est un service très spécial. On appelait ça le service propreté. On a fait ça, voilà. Et du coup, nous, on était là pour nettoyer beaucoup d'incivilités. Des poubelles, les gens qui jettent un peu à droite à gauche. Ou... Ça arrivait aussi des lendemains de manif, par exemple le week-end, des poubelles brûlées, des déchets. Ah, pareil, des choses que tu as trouvées dans les poubelles après, des histoires de fous. Combien tu gagnes? Combien ça gagne, un éboueur? 23 ans, là, je suis dans les 2000 € par mois. Parce que souvent, on nous estime... souvent, la question, ça a été, oui, on a vu des reportages, à Paris, en l'occurrence, les éboueurs, vous êtes bien, vous êtes ci, vous êtes ça. Il faut savoir que ça n'a rien à voir en fonction des régions. Nous, on ne fait pas partie de la ville. On est en sous-traitance. Il y a plusieurs statuts, il y a plusieurs métiers. Ça va du balayeur de rue à éboueur, à grutier, à... Voilà. Tu parles en net, là? Ouais. Et après, tu évolues chaque année ou c'est une petite augmentation ou c'est en fonction du poste, C'est parce que moi, j'ai évolué beaucoup. J'ai touché un petit peu à beaucoup de choses. Camion poubelle, camion grue, camion... voilà. Et tu gagnais combien au départ? Au départ, on doit démarrer à 1800 €, je crois, en tant que chauffeur. Ouais, un Reaper. Le Reaper est payé moins cher, alors que c'est lui qui travaille le plus, hein, faut savoir. Hein. À l'arrière, là? Ouais. C'est lui qui a les intempéries, c'est lui... voilà, moi, c'est quelque chose... Voilà. J'ai toujours eu un principe avec mes collègues, c'est une équipe. On est deux. Malheureusement, au niveau du salaire, on n'est pas une équipe. C'est triste à dire, mais c'est celui qui travaille le plus, c'est celui qui a le plus froid. Un Reaper, tu dis combien au départ? Le SMIC? Un Reaper, il doit faire 1600 €, je crois. 1600? Ouais, il doit faire dans les 1600 €. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une équipe, c'est parce que j'ai commencé derrière. Moi, quand j'ai commencé, j'ai fait des campagnes à Rennes où il n'y avait pas les poubelles qu'on connaît qui roulent. C'était des petites poubelles en caoutchouc, là, noires, qui étaient très lourdes. C'est-à-dire même vides, elles étaient très lourdes. Et on ramassait à la main. Voilà, on faisait ça. À qui ça appartient, les poubelles? Si tu mets une connerie dedans, si tu mets un truc... Alors, la poubelle en elle-même, nous, là, en l'occurrence, ça dépend des régions, mais là, la poubelle appartient à la ville. Donc, à la ville de Rennes. La poubelle, elle est donnée au riverain. Le riverain, quand il met ses déchets, ce sont ses déchets, il les met dedans, ce sont ses déchets. Nous, quand on vide la poubelle, une fois que la poubelle est vidée, ça tombe dans la société, qui va les revendre. Donc, tout ça, c'est des contrats d'argent. Donc, on ne peut pas intervenir sur le contenu des poubelles. C'est-à-dire, on a interdiction de récupérer, interdiction de mettre les mains dedans. T'as déjà vu du jugement dans les yeux des gens
quand tu dis ton métier. Oui, oui. On a eu une agression, hein. Mon collègue, hein, Mounir, s'est quand même fait taper dessus parce qu'il avançait pas. Moi, on a voulu me faire avancer avec... Le gars, il est descendu avec un truc, il m'a dit, je fais avancer les vaches avec ça, donc tu vas sûrement avancer. C'est-à-dire qu'il est arrivé derrière, bon, matin, pareil, à 4h du matin, le mec, il est alcoolisé, et il arrive derrière, il me dit, ouais, je suis pressé, machin et tout. Ben, je dis, ouais, mais moi, je travaille aussi. Et il descend et tout, il me dit, ah, tu veux pas avancer, tu vois, si je veux pas te faire avancer, remonte dans ton camion. Et puis là, il me sort carrément le taser, hein, et il me dit, c'est pour faire avancer les vaches et tout. Et il me dit, remonte. Et je commence à faire le tour de mon camion, et il me suit, parce qu'il se dit, il va remonter. Et en fait, je fais le tour, et je prends la pelle qui est sur le côté du camion, parce que je le vois avec son truc, je dis, bah, j'espère que t'as le bras long quand même. Parce qu'il était là comme ça, mais moi, j'avais ma pelle en ferraille, tu vois. Et là, il me regarde, il me fait, non, mais je vais attendre. Je dis, ouais, vaut mieux attendre. Mais en l'occurrence, par exemple, Mounir, mon collègue, lui, ce jour-là, j'étais pas là, hein, il était avec quelqu'un d'autre. Les mecs ont fait ça, ils lui ont dit de descendre, il leur a répondu, ils sont sortis de la voiture à 4, ils l'ont foutu sur la gueule. Hein. Ah, ils l'ont tapé. Hein. Et il a fallu qu'il monte dans le camion, qu'il s'en aille et que le mec se barre, quoi. Sauf que, bah, voilà, pas de plaque d'immatriculation, ça en est resté là, quoi. Mais lui, il a pris des coups gratuitement, quoi. Putain. À 4, hein, toujours du courage. Ouais, bah ouais, courage, tant qu'à faire. courage. Moi, avec Manu, c'est pareil, hein, on a eu une altercation, on s'est battu, où les mecs nous sont tombés dessus, hein, aussi, à 3. Hein, et on a eu le temps de se débrouiller. On s'est défendu. Je me rappelle que Manu m'a demandé d'en lâcher un alors que j'en avais un déjà sur le dos. Mais voilà, c'est vrai, ça reste très rare. Ça reste très rare. En général, on est bien vu. On a plus des gens qui veulent monter sur le marchepied. Alors ça, le rêve d'enfance, ils veulent tous monter sur le marchepied. Alors, il faut savoir que quand nous, on démarre, s'il y a quelqu'un qui monte sur le marchepied, on est bridé à 30. Donc, il m'est arrivé bien des fois, on discute, on est tous les deux, je suis pas constamment en train de regarder les marchepieds, quoi. On est à un feu, on part, et là, je me dis, il y a un mec derrière. Et je regarde sa caméra, je fais, il y a un mec derrière. Et là, qu'ils se mettent genre en taxi, fait, quoi. On leur disait des fois non, ils disaient non, vous montez pas. Oh, allez, non. Et dès qu'on partait, hop, ils courent derrière, ils sautent sur le camion. Des fois, j'en avais 2 derrière. T'as une caméra, tu vois? Ouais. On les voyait, et puis bah, ça bloquait. Et puis j'ai une présence quand même sur la caméra. On a beaucoup de caméras sur les véhicules. Et j'étais obligé de descendre avec Manu, leur dire non, les gars, allez, descendez, des questions de sécurité, on peut pas. Les gens qui vous remercient pour ce que vous faites. Ouais, ça arrive. Je vois énormément de bisous au premier de l'an. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde à travailler. Alors, des fois, bon, avec nous, on est propre, on est à jeun, voilà, on reste tranquille. Quand on voit les gens qui arrivent, bonne année, tout. Fou, ouais. Ah, c'est vrai. ouais. Bon, voilà. Mais en général, ça se passe très bien. Beaucoup de remerciements. L'inverse aussi, hein, des gens. J'ai eu le cas, par exemple, je me rappelle, c'était un sac de McDo. Le mec, il arrive, il me voit, il prend son sac et il me le balance au pied, quoi. Et là, je lui dis, mais il y a une poubelle juste là. Et il me regarde, il me fait, non, mais c'est ton boulot, toi, je te paye pour ramasser. Je dis, bah non, c'est pas cool et tout. Il me dit, ouais, mais si on fait pas ça, t'as plus de travail. Là, on répond. Ah, ça mériterait une petite claque dans l'oreille, non, parfois? Il y a des fois, ça démange. Mais bon, il y a le nom de la société, on n'a pas le droit, Et attends, et qu'est-ce que tu y fais, là? Comment ça finit? Bah, je le laisse partir, je dis rien, et je me dis, ouais, peut-être qu'un jour, je le recroiserai sans la tenue. Et là, c'est quoi? C'est un étudiant? C'est quoi? Ouais, un jeune qui passe par là et qui balance son sac. Est-ce qu'il a pris un truc? Est-ce qu'il est perché? J'en sais rien, moi. Et je lui dis gentiment, je dis, bah, regarde, la poubelle est juste là. Mais non, on a eu des cas... Bah, voilà, j'ai des anecdotes parce que je vois, par exemple, mon pote Mounir. Donc, l'avantage, c'est que voilà, on faisait des quartiers et tout. Et Mounir, il se retrouve avec moi. Et ce jour-là, il y a une dame qui arrive et qui balance un sac, mais par terre à côté. Et je dis, madame, le sac, c'est à l'intérieur qu'il faut le mettre. Et elle se retourne, elle me parle, mais elle me fait signe, je comprends pas, je parle pas français et tout. Et du coup, elle s'en va. Je prends le sac, et là, j'entends Mounir qui arrive. Donc, Mounir qui commence à parler et qu'on commence à s'engueuler avec. Et je comprends rien de ce qui se passe. Je comprends pas, moi, ce qui se passe. Parce qu'il parle en arabe? Ouais, mais je comprends pas ce qui se passe. Et là, il vient me voir, il me fait, non, mais t'inquiète, je dis, pourquoi? Elle me dit, non, mais c'est pas qu'elle comprenait pas, t'as juste dit, t'as qu'à la ramasser, sac poubelle, espèce de gros con. Un truc comme ça. Mais elle m'a parlé, elle m'a fait, je comprends pas, et après, elle m'a parlé. Mais en fait, elle était en train de m'insulter, quoi. Et heureusement, parce que nous, on était un binôme. Et lui, il a entendu derrière? Ouais, et lui, il a entendu. Mais des choses comme ça, mais inversement, on a rigolé des fois, parce qu'on est très ouverts tous les deux sur ces choses-là. Et une fois, on arrive et tout, et je ramasse des poubelles comme ça, et il y a une dame, elle arrive et tout, elle me fait, ouais, vous savez, moi, je t'ai descendu, lui, il est arrivé sur le côté du camion. Et elle me dit, ouais, vous savez, c'est quoi ça? Elle me dit, c'est toujours les mêmes. Elle me dit, c'est les Noirs et les Arabes. Je dis, ah bon? Elle me dit, ouais, ils mettent tout à côté. Et là, il arrive. Et elle regarde et tout. Et je fais, bah, je vous présente Mounir, mon collègue. Et là, elle dit rien et tout. Et là, alors moi, je rigole, il me voit rigoler, il comprend pas non plus. Et je dis, je vais lui expliquer après, je vais pas chercher les détails, parce qu'on sait comment sont les gens, on va pas chercher la guerre et tout. Et là, il va chercher un sac et tout. Et là, elle me regarde, mais ça m'avait choqué. Et là, elle me regarde, elle me fait, non, mais ça dépend. Hein.
Ça se trouve, le vôtre, il est bien. Le vôtre. Le vôtre. Là, je me suis dit, c'est pas possible de parler comme ça. Elle m'a dit clairement, elle m'a dit, non, mais peut-être que le vôtre, il est bien. Je dis, mais c'est pas le mien. C'est mon pote, quoi. Donc, ouais. Salut Mounir. Ouais. Putain, c'est fou. Est-ce que le 1er janvier, tiens, est-ce qu'il y a des gens qui vous donnent des choses, du chocolat, du champagne? Je sais pas, est-ce que ça arrive que vous ayez des cadeaux? Non, dans le temps, ça arrivait parce qu'on avait des tournées attitrées et on avait les calendriers. Ils vous connaissent? Ouais, ils vous connaissaient à l'époque? On se connaissait, machin et tout. Maintenant, il est arrivé les machines, les GPS, on change les chauffeurs, on change les gars. Oui. Chacun va... C'est plus impersonnel. Il n'y a plus de calendrier. Par exemple, nous, on a interdiction de faire des calendriers. C'est un choix de la ville. Ouais. C'est un choix de la ville. C'est-à-dire toujours pareil. Les pompiers ont le droit. Tout le monde a le droit, mais nous, on n'a pas le droit. Nous, c'est interdit. Pas des boueurs qui vont démarcher dans les voilà, chez les particuliers. Tu t'es déjà pris des choses, parfois les gens t'ont jeté des choses de fenêtres. Sac poubelle. Non, ils te jettent les sacs poubelles. Des sacs poubelles, une pomme. Je suis tombé assommé sur par terre avec... Alors Manu, lui, il est arrivé, il a pris un sac avec de la litière pour chat, de la litière pour chien. C'est-à-dire le camion, il arrive en bas et des bâtiments nous jettent les poubelles directement. Mais quelle bande de connards. Quand on voit le camion arriver... Je te prends sur la tête. Moi, je descends et moi, le souvenir que j'ai, c'est de descendre l'aider. On ramassait des quantités de vrac. Hein. Je vais fournir des photos là où c'était. Nous, on était là un service propreté, c'est-à-dire de l'incivilité. Des gens, ils viennent des fois avec des véhicules, ils te jettent des poubelles dans des endroits. Il faut nettoyer. Voilà. Donc on venait nettoyer ça. Et là, en l'occurrence, c'était au pied du bâtiment. Je descends, je le vois comme on serait là tous les deux. Et là, d'un seul coup, je sens que la tête elle tourne et je le vois qui vient vers moi et qui me rattrape. Et je comprends pas ce qui se passe. Et en fait, je viens de prendre une pomme en pleine tête. Mais une pomme qui a dû tomber du 14e étage. Ah, c'est lourd, hein. Ça paraît pas, mais le moindre truc d'un... J'avais un cocard, j'ai été sonné, Manu me dit ça va, on appelle la police, machin, j'ai vu d'où ça venait et tout. Je dis bah je sais pas, nous on appelle la société et puis on s'aperçoit que de toute façon c'est pas la première fois et qu'il se passera rien. Donc du coup par la suite on allait avec des casquettes coquées. Les gars de la ville avec qui j'avais discuté, qui eux font par exemple les entretiens d'espace vert, ne refusaient de tondre les pelouses s'ils n'avaient pas une tondeuse couverte. Parce que des fois, il y a carrément des canapés qui descendent, des machines à laver au pied des bâtiments. Ouais. Les gens, au lieu de descendre les poubelles. J'ai vu des choses que je me suis dit, mais c'est une dame, une concierge, avec une échelle devant le bâtiment. Donc, devant le hall, il y a un petit entrée. Et c'était la concierge qui montait pour ramasser les poubelles qui tombent du bâtiment, qui sont devant les halls. Des fois, dans les escaliers, elle descendait parce que les gens les mettent dans les escaliers. Ils ne descendent pas les poubelles, ils les jettent dans les bâtiments. C'est comme au Moyen-Âge. Ouais, c'est ça. Au Moyen-Âge, on jetait tout dans la rue. Bah, c'est ça. Ils ouvrent les fenêtres et ils balancent. Bon, sauf qu'il s'est passé 500 ans, normalement. Ouais, non mais... Est-ce que tu considères que tu fais un métier dangereux avec tout ça? Alors, je dis pas d'erreur, mais je crois que sur les statistiques, on fait partie des 10 métiers les plus dangereux. Parce qu'on est sur la voie publique. Mais pas forcément dû aux agressions. Hein. On a eu des accidents, il y a eu des accidents. Moi, j'ai eu des accidents. Il y a même eu des collègues qui ont perdu une jambe ou des choses comme ça. Hein. J'ai été percuté par une voiture, en l'occurrence, avec le gars derrière. Là, le coup de stress, le camion, je m'en fous, c'est... Il faut savoir que, pareil, cette histoire-là, c'est un Jean-Luc, hein, je vais passer un petit coucou à Jean-Luc. C'est un homme qui est très gentil, mais qui a eu un accident il y a quelques années. Il a été renversé en mobilette. Donc, il est en état de stress dès l'instant qu'il est... le volant et tout ça, il peut stresser très rapidement. Et je sais qu'il a eu un accident grave. Et ce jour-là, il était avec moi. Et il était derrière le camion. Donc, moi, j'avance. Mais je n'avais pas vu sur quel côté il était, parce que ça s'est passé très vite. C'est-à-dire que j'entends une sirène. Je vois une voiture arriver qui passe dans ce sens-là, juste à côté du camion. À côté de toi, ouais. Voilà. Double, quoi. Qui double, et je vois une voiture de police derrière. Et là, je comprends que le mec est en train de se faire poursuivre. Du coup, il va au bout, mais au bout, il y avait comme un cul-de-sac. Il fait demi-tour. Eux, ils le savent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Mon camion, il est là. Ils se mettent à côté en travers, en se disant, il ne pourra pas repasser dans l'autre sens. Sauf que là, je regarde dans le rétro et je vois le mec qui arrive à pleine balle. Et là, je me dis, mais il freine pas. Il ne passera pas. Il ne passera pas. Et dans ma tête... J'ai pensé à Jean-Luc direct, Jean-Luc, et j'ai entendu le choc. Il a tapé le marchepied arrière côté gauche, il a percuté la voiture de police. La voiture, je l'ai vu passer, mais percuter le camion, hein, j'ai senti le choc. Elle est retombée, et le mec, il a continué. Sauf que la voiture de police, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Marche arrière, et elle se barre. Et moi, je me retrouve là, et je me dis, Jean-Luc, je regarde dans la caméra, je le vois pas. Je descends, je vois le marchepied éclaté, je regarde, et je le vois sur le trottoir, il me regarde, il me fait, c'est quoi ce bruit? Je dis, oh putain. Il n'était pas là. Il était descendu. Il y avait des toilettes juste à côté. Je ne sais pas s'il était aux toilettes ou quoi, mais il venait descendre du marchepied à l'instant. C'était pas son heure. Et là, je me suis dit, oh, Jean-Luc, il me dit, c'est quoi? Il me dit, c'est passé quoi le camion? Et je lui explique. Et là, encore une fois, on se retrouve tous les deux. Il me dit, on fait quoi? Bah, je dis, je sais pas, le camion est défoncé, on est là. Du coup, je prends mon téléphone, j'appelle le commissariat, je dis, et là, on me répond, attendez, puis attendez 2 minutes, et on me dit, c'est vous les boueurs? Je fais, ouais. Elle me dit, oui, on vient de vous prévenir et tout ça, vous venez au commissariat. Je dis, non, mais là, je travaille. Non, vous venez au commissariat. Et encore une fois, parce que ça arrivait plusieurs fois, où j'arrive directement avec mon camion au commissariat.
nous revoilà, nous revoilà, nous revoilà. Et c'est tout pété. Et on après, rembourse c'est les il y a des assurances. Après, ils se débrouillent. Moi, c'est pas mon véhicule. Hein. Ils se débrouillent. Hein. Est-ce que c'est un problème, les odeurs au quotidien parce qu'il y a des poubelles, quand nous, on sort les poubelles chez nous, parfois c'est dur. Tu sais, t'as les poubelles avec les poissons, les trucs. Il y a des odeurs, ouais, ça arrive. On a des produits autrement qu'on peut mettre pour atténuer les odeurs derrière. Ils sentent un peu meilleur. Mais bon, après, ça sent le sapin. Donc, on a l'impression qu'il y a un sac poubelle derrière un sapin. Ça change pas grand-chose. Hein. Ça change pas grand-chose. Après, je pense qu'on s'habitue. On n'a pas... Dans le camion, non. Il faut savoir que les camions sont lavés toutes les nuits. Donc, le camion, il rentre, il est lavé. On a de plus en plus de tri, donc moins de déchets en état de décomposition et c'est ramassé plus régulièrement. Après, non, moi j'ai pas. On a des cas, oui, on se dit waouh, là c'est pas frais, ça c'est sûr. Après, on peut le signaler aussi, hein. Une poubelle qui est sale, qui est remplie d'asticots et tout, on peut signaler et demander à ce qu'elle soit nettoyée. Il y a un minimum de respect. Après, une chose qu'il faut savoir, ça arrive moins maintenant, ça arrivait dans le temps, qu'il faut expliquer aux gens, c'est qu'il y a des gens qui pensent bien faire et ils vont nettoyer leur poubelle à la javel. Et des fois, il y a des gens qui mettent de la javel dans les poubelles. Il faut éviter tout ce qui est liquide dans une poubelle. Parce qu'au moment où vous videz la poubelle, il y a des projections. Donc le gars derrière, il se prend la javel. Donc ça, c'est des choses les gens pensent bien faire. Il ne faut pas qu'il y ait de liquide. L'idéal, c'est des sacs fermés. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut jeter un couteau? C'est hyper dangereux dans un sac poubelle, pour vous. Normalement, il y a une déchetterie. Hein. Tous ces articles-là, il faut les ramener en déchetterie. Hein. Après, oui, il peut y avoir des seringues, il peut y avoir des couteaux, il peut y avoir des... Il y a de tout. Hein. Dans les soucis de ton métier, tu t'es retrouvé, tu t'es blessé gravement d'ailleurs à la jambe. Il y a eu des articles dans les journaux. Ouais, alors gravement, ça aurait pu être dramatique. Parce que, à un moment donné, on s'est posé la question si j'allais pas perdre ma jambe. Donc c'est quand même grave. Ouais. Il faut savoir que la procédure a changé. À l'époque, on avait des procédures. Ça ne se fait plus du tout. Hein. Donc il existe ce qu'on appelle les colonnes enterrées, hein, qu'on prend avec la grue, on sort la colonne et on vide les poubelles. Ça fait 5 mètres cubes. Et ces 5 mètres cubes-là... Je vois une photo, si vous nous regardez sur YouTube, je vois une photo de l'article, et puis comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Et on voit Mounir de dos, qui m'a proposé du cognac quand j'étais dans le trou. Et qui est debout en là, orange. voilà, ça c'est Mounir. Alors, si vous écoutez un podcast audio, en gros, c'est les poubelles où il y a un trou, c'est pour le verre, pour un truc, vous mettez, ça tombe dans un truc, en fait, il y a un crochet, et vous sortez, c'est des colonnes, en fait, enterrées. C'est ça. Et il arrive que, pour X raison, soit la chaîne à casse, ou une erreur, et au moment où on retire la colonne, les déchets restent à l'intérieur, c'est-à-dire tout tombe dans le trou. Donc là, à ce moment-là, le trou, il faut bien le nettoyer, il faut bien vider. Et nous, on faisait partie du service nettoyage, donc on y allait. Donc là, en l'occurrence, ce jour-là, on y va. Donc la procédure n'est plus du tout la même. Hein. Et pour éviter les chutes, quand on enlève ces poubelles, il y a une plaque qui remonte, qui vient bloquer le trou, pour pas que les gens tombent à l'intérieur. Donc c'est avec des systèmes de contrepoids. Ouais, c'est des systèmes de contrepoids qui descendent, des poids de fonte, avec des câbles, ça descend, et la plaque, elle remonte aussitôt. Sauf que là, en l'occurrence, comme il y avait les poubelles à l'intérieur, la plaque était descendue à peu près un petit peu à mi-hauteur. C'est comme ça, quand on enlève la poubelle, s'il y a quelqu'un qui marche à ce moment-là, voilà. La plaque d'égout, ça évite de tomber dedans. Voilà, ça bloque l'accès. Qui remonte. Voilà. Alors, ça doit résister à plus de 100 kilos. Moi, en l'occurrence, à l'époque, je faisais 116 kilos. On pense que la plaque n'était pas bien tarée. Je pense que c'est ça. Parce qu'on descend, on prend une petite échelle, et avec Mounir, on commence à jeter les sacs à l'extérieur pour les mettre après dans le camion. Et à un moment donné, plus ça va et plus on descend, forcément. Et là, il décide de sortir pour que je lui passe les sacs. Et au moment où il sort, je vois l'échelle qui bouge, qui se lève. Et j'y se passe un truc. Et là, j'ai Mounir sort. Il sort, je monte sur l'échelle, et là, la plaque remonte, mais il y a eu un contrepoids qui a lâché, et elle se met de travers. Sauf qu'il y a plus de 100 kilos de pression, hein, je pense que c'est 100 et quelques kilos. La plaque remonte, j'ai une jambe qui passe entre les deux, et elle se referme sur ma jambe. Mais à l'intérieur. Oh, c'est-à-dire que j'étais au fond du trou, à 2 mètres de profondeur, et la jambe coincée entre les parois et la tôle. Jusque-là, je me mets à crier. Il est en panique, il me dit ça va, j'ai mal à la jambe. Et il me dit j'appelle les pompiers. Donc il appelle les pompiers. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il revient. Il me dit t'as mal. Je dis oui, j'ai mal. Il me dit il y a un bar, tu veux un cognac? Là, non, ça va pas m'enlever le mal. Mais est-ce que c'est pas con en vrai, non? Ça peut baisser mais en fait, ouais, mais en fait, il essayait de me changer les idées. À l'époque, on t'arrachait une dent. Et je me rappelle, parce que je voyais qu'il était très, très malheureux. Il était, comme je dis, hein, que ce soit lui comme Manu, on a passé des moments ensemble. Et là, on voyait bien, il était dans une panique, il criait. Il s'est pris avec une dame. Il y avait des gens, c'était moi qui lui demandais de se calmer. Parce qu'il y a des gens qui sont venus autour et qui regardaient dans le trou. Et il s'est mis dans une colère. Il dit oui, vous croyez que c'est un spectacle, dégagez d'ici et tout. Il était en train de s'engueuler avec les gens. Je disais arrête Mounir, c'est pas grave. Les gens, ils savent pas. Et du coup, on parlait des odeurs.
Mais moi, ce que j'avais pas pensé, c'est que les déchets produisent du jus, des odeurs. Alors ça, là, j'étais en plein dedans. Hein. Je me suis tapé une grosse honte arrivé aux urgences. Hein. Ah ouais? Ah bah ouais, je suis arrivé, c'est un cadavre qui est rentré dans les urgences. Hein. Même dans l'ambulance, hein, je voyais le mec, et il a mis le masque, c'était pas le Covid. Hein. Si je suis vraiment désolé, le brancard et tout, j'étais rempli de jus de poubelle. Hein. Et tu t'es cassé la jambe ou pas? Et du coup, la jambe, elle était coincée, et les pompiers sont venus, et il me dit, vous avez mal? Je dis, non, je n'ai plus mal. Et c'est là qu'ils se disent. Et par contre, je commençais à perdre connaissance. Ils m'ont mis de l'oxygène parce qu'à cause des gaz, des poubelles et tout ça, j'ai pas. Il y avait des émanations. Et il y a un pompier, ils arrivent à écarter la plaque et il passe en dessous. Ça, c'est pareil, je vais le découvrir après. Et il est venu me couper au niveau du pied, c'est-à-dire voir. Et il s'est aperçu que je réagissais pas en fait. Et c'est là qu'ils se sont dit, le garrot, là, la jambe, elle est complètement nécrosée. Voilà. Et je me rendais pas compte. Mais j'avais plus de douleur. J'avais plus de douleur. Donc bon, là, on en a rigolé après avec Mounir. Il me dit la façon dont ils sont sortis, on a bien vu parce qu'ils ont vu le bébé, ils se sont dit, bon, c'est là pour le sortir. Ils ont mis une sangle et tout. Ils étaient à plusieurs pompiers, ils ont regardé. Ils ont dû se dire, il a fallu que ça soit Mounir qui faisait 60 kilos à l'intérieur. Ils ont dit, celui-là, il va falloir le sortir. Ils en ont chié pour me sortir, entre guillemets. Hein. Et là, ils mettent. Et moi, je veux me sortir. Ils me disent, non, vous marchez pas. Et je m'aperçois qu'ils me mettent dans le camion et ils parlent de ma jambe. Et là, je vois bien que. Et je me dis, mais je sens pas ma jambe. Et là, je commence à me stresser un petit peu. Et on m'amène à l'hôpital. Et là, une odeur dans le camion, une odeur à l'hôpital. Je me rappelle parce que quand j'ai appelé ma femme, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'amener gants de toilette, des vêtements, s'il te plaît, je suis en train de me taper la honte de ma vie. Les infirmières rentrent à la chambre et je voyais, ah, c'est vous qui êtes... Oui, c'est moi. J'avais infecté le truc. Et du coup, on arrive là-bas et là, il m'explique, il me dit, bon, votre jambe est restée. Et il me dit, le risque, c'est qu'il y a un caillot de sang qui remonte, machin, je sais pas quoi. Et il me dit, on a peur quand même, donc on vous garde en surveillance debout. Je dis, ok, je me mets... Non. Ils m'ont attaché sur un brancard et ils ont mis le brancard comme ça. Pour que le sang, voilà. Et il dit, on attend. Oui, on attend. Et il me dit, on attend, voir si ça réagit ou pas. Et là, je me suis dit, bon. Putain. Ouais. En l'occurrence, c'est revenu, tout va bien. Petit à petit, tes organes Ouais. Je me suis retrouvé avec une barre, un hématome sur toute la cuisse, quoi, qu'on l'hématome compressé. On s'en sort bien. Putain, c'est dangereux. Hein, Ouais, bon. Tu vas avoir une autre histoire aussi, tu vas te faire, à un moment donné, klaxonner. Tu es sur une voie rapide avec le camion, puis il y a plein de gens qui klaxonnent, qui te font des signes, tu sais pas trop pourquoi. En fait, j'avais fini ma journée, c'était le dimanche. J'allais vider, tranquillou, peinard. Et puis là, je m'aperçois, on me passe à côté, puis on me klaxonne, on me fait des signes, ouais, salut. Départ en vacances, les gens, ils partent en vacances, ils sont contents, ils voient le camion poubelle. Et ça continue. Et là, il y a un mec qui me fait des signes. Et là, je m'aperçois qu'il y a quelque chose. Et du coup, il faut savoir qu'on roulait au gaz. Là, on était au gaz, camion à gaz, hein, donc avec des bonbonnes de gaz. Et ils me font signe. Au GPL, quoi. Ouais, c'est ça. Ils me font signe qu'il y a quelque chose. Et je me gare sur le bas-côté. Et voilà. Sur la voie rapide. Sur la voie rapide, ouais. Je me mets sur le bas-côté. Et je me rappelle, il y avait un peu d'herbe. Et il y a quelque chose. Et là, je descends. Et effectivement, je sens que ça sent le brûler. Et je regarde en dessous. Et je vois sous mon camion des flammes. Et quand je me penche, je vois des flammes en dessous le camion. Et le camion est en train de prendre feu. Et là, direct, je me dis, le gaz, je dis, d'où ça sort ces flammes? Je dis, je sais pas, je sais juste qu'il y a du gaz. Donc direct, qu'est-ce que je fais? Je coupe le camion, je sors, j'éteins le camion, je sors mes affaires. Et là, je vois tous ces départs en vacances. Je vois les familles, les voitures, et qui passent. Et le challenge, ça a été de les arrêter. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi compliqué. Parce qu'une 4x, quand t'es tout seul, ta beau est en orange, ils vont en vacances, ils veulent pas s'arrêter. Il y a des gens qui ont forcé. Je me rappelle d'un pompier qui s'est fâché, mais vraiment fâché, parce qu'ils sont arrivés après. Et là, j'appelle les pompiers, en même temps, je leur dis, j'arrive pas. Ils me disent, non, mais vous mettez pas en danger. Je dis, non, il faut pas qu'il passe. Je dis, le camion, s'il prend feu, j'ai des bonbonnes de gaz. Donc, je leur explique. Là, je finis par arrêter la circulation. Il y a des gens qui me disent, ouais, vous faites quoi, machin et tout. Il y a même un mec qui me demande, il me dit, mais vous ramassez pas les poubelles sur la 4x? Je dis, non, je suis pas en train de ramasser les poubelles. Je dis, stop. Je dis, vous passez pas. Vous passez pas. Ouais. Il y a un mec qui force. Et donc, les pompiers, ils arrivent. Je préviens. Et les pompiers, ils arrivent, ils disent, vous avez un responsable à joindre? J'appelle, mais il me dit, non, mais il faut qu'il vienne là, parce qu'il me dit, là, on a une situation très critique. Et il me dit, on bloque la 4x, des deux côtés. J'ai dit, ah, des deux côtés? Donc j'avais bloqué un côté, et ils ont bloqué l'autre côté. Donc Rennes, Angers, en période de vacances, 4x bloquées. Plein dimanche de vacances. Pendant combien de temps? 2 heures. 2 heures. Et là, je vois les pompiers, ils me disent, non, tu peux pas approcher et tout, elles sont où les bouteilles? J'ai en dessous. Sauf qu'il faut savoir qu'on était équipés de camions, ils savaient pas comment fonctionnaient les camions,
Il me dit, il nous faut un responsable. Je l'appelle, il me dit, il va arriver. Il me dit, il faut qu'on intervienne. Donc, ils écartent tout le monde. À côté, il y avait un champ, je me rappelle, ils avaient fait du blé. Il me dit, parce que si ça part dans le blé, il dit, c'est même pas la peine, quoi. Un camion à gaz qui prend feu. Et du coup, les pompiers me disent, mais on a besoin de savoir. J'y sont en dessous et tout. Donc, ils commencent à me dire, vous allez approcher, vous équipez, mais vous restez derrière les gars et tout. Et vous nous dites. Donc, je leur explique où sont les bouteilles. Et ils avaient un appareil que je connaissais pas à distance. Et ils mesurent la chaleur à distance, en fait. Et ils arrosaient le camion. Ils arrosaient le camion au niveau des bouteilles à distance. Et là, je vois le bordel. Mon responsable, il me dit, qu'est-ce qui se passe encore? Franck, que je salue. Et là, je lui dis, j'écoute, j'en sais rien. Moi, j'étais en train de rouler le camion, il a pris feu. Je dis, tu veux que je te dise quoi? Et il me dit, un dimanche, en plein départ. Mais il me dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Mais je dis rien. Je dis, c'est pas moi. Je roule, il prend feu. Et du coup, donc les pompiers, ils bloquent, ils arrosent le camion, ils arrivent à éteindre le truc et tout. Et là, ils s'aperçoivent qu'il n'y a plus de flamme. Donc, ils éteignent tout, sauf que on attend que la température descende. Ils décident de faire venir une dépanneuse, ça dure 2 heures. Là, je me rappelle du pompier, justement, parce que l'anecdote m'a fait sourire. Il y a un mec qui arrive, dit « Ouais, je suis pressé, machin. » Et le pompier dit « Non, attendez, on a un truc qui risque d'exploser et tout. » Et c'était déjà un gars qui m'avait engueulé juste avant. Et là, le mec, il lui explique, justement, vous en avez reçu ici, il lui explique qu'il est des pompes funèbres et il va pour un décès. Et le pompier le regarde, il fait, bah justement, il n'y a pas d'urgence, hein. Maintenant que c'est fait. Hein. Il peut attendre qu'il lui sorte. Et ça m'a fait rire, je dis, ouais, les mecs, voilà. Et moi, voilà, il y a des gens, ils sont passés. Hein. Je leur ai fait signe stop, j'ai arrêté les voitures, les mecs, ils doublaient. Hein. J'ai vu des gens passer avec des gamins dans la voiture. Moi, je voulais pas approcher du camion, je dis, à tout moment, le camion, il pète. Et du coup, ils appellent la dépanneuse, ils ont dégagé le camion. Et en l'occurrence, il s'est avéré qu'ils ont fait une expertise. C'était un problème au niveau du gaz, au niveau des soupapes ou je sais pas quoi. Et en fait, au lieu de cramer dans le moteur les gaz d'échappement, en fait, ça sortait par chalumeau en dessous, par l'échappement, en fait. Et ça brûlait en dessous quand j'accélérais. Tu as des articles hein, sur ce sujet-là. Tu as eu beaucoup d'articles hein, dans la presse, finalement. On discute. Voilà, on le voit, c'est dans Ouest France, celui-là. Ouais. Près de Rennes, un camion propulsé au gaz naturel liquéfié, GNL, en feu sur l'axe Rennes-Angers. Bloqué pendant 2 heures, déviation, etc. Putain, ouais. Et il t'arrive plein d'histoires tout le temps. Ouais, bah je pense que voilà. C'est pas de tout repos en plus du boulot, quoi. Ouais, c'est ça. On a eu pas mal de choses comme ça où voilà, ça tombe. Alors, je voudrais qu'on termine, si tu veux bien, avec les trucs les plus fous que tu as trouvés dans les poubelles. Je t'ai pas posé la question encore. Le plus fou, c'est un crâne. Un crâne humain. Voilà. Je pense que c'est le summum du truc parce qu'on n'y croyait pas. T'ouvres la poubelle classique. On arrive, il y avait beaucoup de poubelles. C'est-à-dire, on vient pour nettoyer, justement. Donc là, on s'aperçoit qu'il y en a tout autour des poubelles. Donc il y a beaucoup de choses. Donc ce qu'on fait en l'occurrence, quand c'est lourd, on ouvre la poubelle, on remet dedans pour vider. Donc là, je prends une poubelle, j'ouvre le couvert, je prends un sac, et là, je regarde, et en déconnant, je dis « Ouais, Manu, viens voir, il y a un crâne !» Parce qu'on se dit, c'est un truc d'école, c'est un machin, c'est... Ah, mais tu sais pas si c'est... Voilà. Et du coup, on a des projecteurs sur le camion, j'approche la poubelle, je dis « Viens voir !» Et là, j'arrive, et je regarde le crâne, et il est couleur crème, pas blanc, comme un truc d'école. Il fait crème, il fait vrai. Et là, je m'aperçois qu'il y a des traces comme de la... Pas des cheveux, mais comme des traces des auréoles, comme s'il y avait eu de la peau. Et je regarde, je dis « Manu, viens voir !» Il me regarde, il me dit « Quoi ? D'après toi, il est comment ?» Il me dit « Il fait vrai. » Je vais chercher une lampe, j'éclaire. Je regarde, je crois que c'est un vrai. Il me dit « T'es sûr ?» Je dis « Pour moi, c'est un vrai. » Et je dis « Bah attends, on touche à rien et tout. » Ah, tu sais pas, c'est un meurtre ou un... Ouais, qu'est-ce qu'il fait là, ce crâne, quoi? Un crâne, c'est pas... Du coup, j'appelle la police, je leur explique. Et là, au commissariat, me fait non, un crâne et tout. Puis je vois bien que ça prend... Sous ta gueule un peu. Ouais, il rigole. Et elle me dit non, mais je vous envoie une patrouille, vous êtes sûr et tout. Ouais. Et là, ils arrivent, il y avait un homme et une femme, ils arrivent. Et lui, dans la rue, il me regarde, il fait alors, on a trouvé un crâne, mais comme ça, détendu. Je dis ouais. Il me dit non, mais on est habitué, des fois, c'est des os de poulet, des trucs, ça doit être un truc scientifique d'école. Je dis ouais, mais nous, on en voit aussi des os. Hein. Je dis pour moi, là, c'est pas un os. Et là, il approche, il prend sa lampe, il éclaire, il regarde, il fait oh, mais c'est un vrai. C'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Et du coup, là, ça change la donne. Il dit, vous restez là, vous ne touchez à rien et tout. Et là, j'ai vu d'autres voitures arriver, donc c'était plus la police municipale, voiture banalisée, tout ça. Et là, je vois que mon camion est dans la rue. En l'occurrence, c'était rue Saint-Georges à Rennes. Et là, je vois qu'ils prennent bande jaune. Ils accrochent le camion, ils font le tour. Et il me dit, vous restez là. Je dis, on reste là. Il dit, on attend la scientifique. Est-ce qu'il y a d'autres sacs poubelles que tu as mis dans le truc? Voilà. Il dit, vous êtes immobilisé, vous prévenir votre employeur, vous pouvez leur dire, pour l'instant, le camion ne bouge pas, vous ne bougez pas. Donc nous, on se rappelle parce qu'il y avait 2 marchepieds à l'arrière, donc on s'assoit sur les marchepieds. Puis il se dit, casse-croûte, hein, on va faire notre pause, hein, parce qu'à mon avis, on est là pour un moment. Et on les regarde s'agiter, faire... Et je dis au gars, mais ça va durer longtemps. Il y a beaucoup de policiers, là? Ouais. Et il me dit, la scientifique, il y a des permanences, et il me dit, là, ils arrivent de Nantes. Donc à 1h30 de Rennes. Je dis, on est là pour un moment, déjà.
Bon, là, je vois les voitures qui arrivent, les mecs qui sortent et tout, les experts et tout, photographes et tout. Et nous, on est là, spectateurs, on est assis, puis on regarde. Alors, je me rappelle, ils sortent une feuille, ils mettent par terre, ils sortent le crâne, ils ont trouvé la mâchoire dans la poubelle, ils mettent sur une feuille graduée, et là, ils mesurent, et je me rappelle, la dame a fait des photos, et elle dit comme ça, elle dit, c'est soit un crâne d'enfant ou un crâne de femme, vu la taille et tout ça. Et là, je me dis, pourvu qu'il n'y ait pas un gamin dans la poubelle, voilà. Et un policier qui vient me voir, il me dit, de toute façon, vous prenez votre employeur, parce que il me dit, vous avez pris d'autres poubelles? Bah, je dis là, et juste avant, il me dit, il va falloir qu'on voie ce qu'il y a dans le camion. Ah ouais. Parce qu'il me dit, le reste du squelette, il est forcément quelque part. Et je dis, mais... Il me dit, non, on va voir comment on vide, comment on procède. Je dis, je peux pas vider là. Et je me rendais compte, il y a peut-être 4 tonnes d'ordures à l'intérieur. Trier les sacs. Bon, on attend. Et là, en l'occurrence, la fin de l'histoire, pareil, hein, vous ne l'aurez pas. Hein. Soyez pas déçus, j'ai pas la fin non plus. Hein. Je sais toujours pas à qui les secrets. Il n'y a pas de teasing, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est ça. Ah, tu sais pas à qui c'est? Mais non, parce qu'en fait, en l'occurrence, nous, on était assis sur le marchepied, donc tranquille, on attend. Et puis là, il y avait des gens, des badauds autour des... Et là, il y a une dame qui fait, monsieur, je dis quoi? Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, bah rien. Elle fait, c'est par rapport au déménagement. Je dis, quel déménagement? Elle me dit, le monsieur qui est mort. Et là, je tombe l'oreille, je dis, quel monsieur qui est mort? En fait, c'est un bout de l'enquête qui arrive. Ouais, et là, elle me dit, bah le monsieur, là, le toxico ou le SDF qui habitait là, qui est mort la semaine dernière. Et elle me dit, tout ce qu'il y a aux poubelles, c'est ses parents qui ont jeté ça hier. Ah. Je dis, OK. Et là, je vois le policier qui était là, hein, je sais pas si c'est un inspecteur, un commissaire. Je voudrais peut-être voir avec la dame, là, parce que j'ai là des infos. Je dis, apparemment, parce qu'il y avait des affaires, il y avait des sacs, des choses. Et elle me dit, comment ça? Bah, elle me dit que ce seraient des gens qui auraient jeté ça à la poubelle. Il me dit, ah bon, donc il va la voir. Il revient me voir, il m'explique, il me dit, bah ouais, apparemment, le monsieur serait décédé dans l'appartement, ils ont vidé l'appartement, ils ont tout jeté là. Donc il me dit, on va les appeler. Et nous, on était toujours sur notre marchepied, on mange notre petit casse-croûte, on regarde le spectacle, tranquille. Et là, je le vois qui appelle et qui fait, non, mais vous vous rendez compte, madame, je suis désolé, je sais que vous êtes en deuil, mais il va falloir savoir d'où vient ce crâne. Donc on va vous demander de venir à Rennes dès demain. Vous êtes sûr qu'il y avait que ça et tout ça? Du coup, il raccroche et là, il me dit, bon, on a le pourquoi du comment. Il me dit, il était un peu gothique. Apparemment, il avait un crâne humain chez lui, dans sa chambre. Les parents sont venus, ils ont jeté tout ce qu'ils trouvaient. Ils pensaient que c'était un objet de déco. Il s'avère que c'est pas un objet de déco, c'est un vrai crâne, mais qu'il avait déjà avant d'arriver à Rennes. Donc il dit, on ne sait pas d'où il vient. Il dit, on a convoqué les parents. Il dit, sauf que là, ils nous ont juré qu'il n'y avait qu'un crâne et une mâchoire, ce qu'on a trouvé. Donc il me dit, on enlève les banderoles, vous pouvez y aller, c'est terminé. Et du coup, à qui était ce crâne? Peut-être un truc des catacombes où il a récupéré... Je sais pas. Il se promenait avec son crâne. Le mec, il avait son crâne et eux, ils se sont dit, bah, on va mettre ça à la poubelle. Donc, ouais. T'as eu, est-ce que tu vois parfois, tiens, on parle de poubelles et des choses que tu as trouvées, est-ce que parfois il y en a qui jettent des choses toutes neuves, où tu trouves des trucs emballés On a eu, avant l'époque du Bon Coin, énormément de choses dans les poubelles qui étaient... Ah oui, les gens se mettaient pas à vendre, quoi. Maintenant, on a le recyclage et c'est voilà, c'est connu. Par contre, dans les poubelles, oui, il y a eu beaucoup de choses. Dans les années 2000, on a trouvé énormément d'ordinateurs. Les gens avaient peur du passage avant 2000, tout le monde a connu ça. Est-ce que les ordinateurs vont passer? Avant même, les gens, ils achetaient, ils jetaient tous les ordinateurs. Des ordinateurs complets dans les poubelles. Parce que les gens, ils avaient peur. Est-ce que tu as déjà trouvé des billets, des sacs et des billets, des trucs? Une fortune? Je le dirai pas. Sachant que je venais d'une caravane, non. Sinon, j'aurais déjà un logement. Non, on n'a jamais trouvé de choses. Parce que si jamais tu trouves des billets... Alors, j'ai une anecdote qui peut être très rigolote. C'était avec Manu, on était en campagne. Manu, ton collègue. Ouais, la personne se reconnaîtra peut-être. On faisait une campagne. Et un jour, on vide la poubelle. Et pourquoi la poubelle se renverse? Et en fait, il y a une boîte qui est tombée. Et la dame était juste à côté de nous à la boîte aux lettres. Et c'était la boîte de son sextoy. Et la poubelle s'est renversée devant nous. Et elle était là. Donc après, on a eu une petite gêne. Franchement, on a eu une petite gêne. Ça nous a fait bien marrer parce qu'après, à chaque fois qu'on passait, les fenêtres étaient fermées, on la voyait plus jamais. Voilà, ce sont ce genre de choses qui sont rigolotes. Ah, c'est mignon. Mais c'est mignon, ça reste... Est-ce que des papiers d'identité aussi, tu disais que tu avais trouvé, parfois, les gens jettent? Alors, les agressions. Là, je m'en rappelle, en l'occurrence, le gars, je trouve une sacoche, je vois ses papiers, je vois tout ça. Je regarde, hop, je prends la pièce d'identité, je regarde sur Messenger, tous ces trucs-là, j'appelle. Et là, le mec, il me répond, me dit, vous êtes où? Je dis là, il me dit, je viens de me faire agresser il y a 2 heures. Et en fait, il se rendait à l'hôpital, il était ouvert au niveau de la tête. Les mecs, pour une cigarette, ils l'ont agressé, ils ont balancé ses papiers. Et le mec, pareil, je l'ai vu, je lui rends ses papiers, il me dit, ouais, merci, super sympa, je vais aller à l'hôpital et tout. Il a eu plus ses clés, et puis rien. Puis il est parti. Est-ce que tu as déjà retrouvé des animaux vivants?
Moi, non, mais je sais quoi, il y a eu des chats, il y a eu des... Ouais, il y a eu... un homme, quand même. C'est pas moi, hein, c'est un collègue qui a retrouvé un homme vivant. Alors ça, c'est une anecdote assez sympa. Maxime, coucou. Lui, pareil que moi, camion grue. Il ramasse les colonnes enterrées, les gros trucs, là. Là, il vide sa poubelle. Et il continue, puis il entend crier. Il y a quelqu'un qui crie, il se demande. Il redescend. Et là, il s'aperçoit que ça vient du camion. Donc, il ouvre les volets du camion, donc c'est-à-dire ce qui compacte. Il était dans le camion. Et le mec, il a eu de la chance, parce que ça fait 2,50 m, 3 mètres de haut. Le camion à l'intérieur, en fait. La chance qu'il a eue, c'est qu'il avait déjà mis des poubelles. Donc, ça faisait un lit de poubelle. Quand il a ouvert, il a dû tomber sur le lit de poubelle. Mais il n'y avait pas assez de poubelles pour compacter, en fait. Parce que sinon, il aurait été... Il y a un compacteur dedans qui écrase petit à petit. Qui ferme. Et là, il a entendu, il a ouvert, et il a aperçu un mec qui a commencé à grimper, qui est sorti par-dessus le camion. Et là, il s'est dit... Mais le mec lui a rien dit. Il est descendu et il s'est barré. Il a jamais su ce qu'il foutait là. C'est incroyable. Je suppose qu'une soirée, un truc comme ça, le Comment mec... tu te retrouves dans... Parce que c'est des petits trous qu'on y est en train de... Il y a quelqu'un qui a dû... Soit il était sous, ils l'ont jeté dedans, soit... On sait pas. On sait pas. Connerie, ça, putain. On sait pas. Le mec, voilà, il s'est retrouvé dans le camion poubelle. Et des armes. Est-ce que parfois, on trouve des armes dans les poubelles? C'est arrivé à Rennes, ouais. Sur quartier, pas moi, mais ils ont trouvé une Kalachnikov posée à côté des poubelles. Ouais, c'est pas courant. Tu fais quoi? T'appelles la police si t'as ça aussi, oui? Bah ouais, direct la police. Il y a pas très longtemps, je crois que c'est il y a 2 ans, ils ont trouvé un bébé quand même, dans les fameuses colonnes. Je sais qu'il portait le nom des pompiers, il y a des gens qui ont entendu pleurer. Un bébé vivant, du coup? Ouais. C'était pas toi, là? Non. Mais en l'occurrence, il y a un article où ils ont trouvé le bébé dans la poubelle. Il y a quelqu'un qui a mis... Une dame qui a accouché, qui n'avait pas déclaré la grossesse ni rien, le nouveau-né, elle l'a jeté directement dans la poubelle. Et il a été sauvé, je crois, parce qu'il avait encore son placenta. Les gens l'ont entendu pleurer. Les pompiers sont venus, ils l'ont récupéré dans les colonnes. Putain, ils ont donné le nom du pompier? Ouais, c'est ça, ouais. Le prénom du pompier? Les pompiers leur ont donné des prénoms. Il y avait 3 prénoms et c'est les secours qui l'ont sauvé. Foutre son enfant dans une poubelle, ouais, psychologiquement. C'est... Je pense qu'il faut... je pense qu'il y a des choses qui passent dans les poubelles, on peut pas se rendre compte, quoi. T'as 5 enfants aujourd'hui? Ouais. C'est ça? Ils sont fiers de leur père, qui bosse, qui lâche pas? Ouais, il n'y a jamais eu d'amalgame là-dessus, jamais eu de honte, de choses comme ça. Même moi, je suis le premier. Non, mais pas de honte, mais de fierté d'être, tiens, j'ai mon père, il bosse. C'est eux, en fait, qui m'ont dit... mon fils Kenzo, qui suit l'émission, qui lui m'a dit avec tout ce que... Voilà, et il m'a fait découvrir, quand j'étais à l'hôpital, je vous ai beaucoup regardé, j'ai vu... et je me suis dit, ouais, pourquoi pas prévenir ces jeunes, là, ces gamins qui font pas attention, quoi. Qui font pas attention dans les rues. Qu'est-ce que tu as comme possibilité d'évolution pour la suite là? Tu disais que tu t'amuses un peu moins dans le camion. Est-ce que tu as une possibilité d'évolution possible ou tu vas rester à ce poste-là? Bon, là, je pense que je vais rester à ce poste-là. Je sais pas ce que va me donner l'avenir. On verra. J'ai pas de solution pour l'instant. Tu sais que tu as organisé, pour terminer, des collectes de vêtements, de nourriture. C'est pour des assos? Tu fais ça à côté? Tu fais ça comment? Non. Ça n'avait rien à voir. En fait, c'est-à-dire que dans mon entourage, moi, personnellement, quand on faisait des courses, on achetait de la nourriture ou des choses comme ça, des trucs. Moi, je collectais des chaussures, des vêtements. Dans mon entourage, je disais aux gens, si vous avez des trucs que vous ne gardez pas, des pulls... C'était suite, par exemple, aux gamins que j'ai trouvés dehors, qui n'avaient rien à se mettre et qui avaient été jetés par son père ou des trucs comme ça. Pour ces-là, j'avais toujours dans mon camion quelques couvertures, l'hiver, une paire de chaussures, une brioche, un truc. Et quand je voyais un mec dans la rue comme ça, je m'arrêtais, mais sans forcément, des fois, ils dorment, je leur dépose, quoi. Je leur donne, je leur dépose et tout ça. J'ai un collègue qui est venu me voir qui m'a remplacé en me disant, il y a des SDF qui demandent de tes nouvelles. C'est-à-dire que c'était les gars à la rue qui me demandaient comment j'allais. C'était eux qui venaient demander de mes nouvelles. J'ai trouvé ça touchant parce que je me dis, ces gars-là, je leur demandais rien, moi. J'ai posé ça pour eux. Et ils demandaient de mes nouvelles. Merci beaucoup d'être venu. Je sais que c'est pas facile, d'être passé. Merci pour toutes tes histoires. On pourrait même se faire un volume 2, je crois. Ouais, je pense qu'il y a encore... T'es venu en train, là? Non, je suis venu en voiture. Je suis venu en van avec mes garçons. Ouais. Merci en tout cas. Merci. C'était un plaisir de te rencontrer. Merci beaucoup. De partager ce moment avec toi. J'espère que ça vous a plu. On a pu découvrir aussi le métier d'éboueur, de ripper, de, comment on dit déjà, conducteur d'engin de collecte et de nettoiement. Voilà. Mais tu disais, non, moi c'est éboueur, c'est comme ça que ouais, parce que les gens, ils comprennent pas en fait. Merci d'avoir pris le temps d'être venu jusqu'à nous. T'embrasseras tes 5 enfants pour nous. Ouais. Et puis tous tes collègues, Mounir, Manu aussi, Manu, Nico, et tous les autres. Je vous embrasse. Merci à vous tous d'avoir regardé l'émission. Merci.
mercredi, vendredi, dimanche. Je vous mets 3 interviews, 3 documentaires sur Légende. Continuez de vous abonner sur notre chaîne YouTube, ça nous aide vraiment, vraiment. Si vous le faites, ça vous prend 30 secondes et ça nous permet d'avoir plein d'invités différents, comme aujourd'hui Gilles, qui a envoyé un email. Il suffit juste de m'envoyer quelques anecdotes de votre vie avec votre numéro de téléphone sur l'adresse mail qui s'affiche, à contact@legendegroup.fr. Et puis, vous serez les bienvenus pour venir sur le siège. Ça marche vraiment, tu peux le confirmer? Ça marche vraiment. Ça marche vraiment. Merci à l'équipe d'avoir filmé, préparé, monté l'émission. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Légende. Ciao tout le monde!